Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 28, spécial politique, partie 2. Aujourd'hui, mettez vos mitaines et votre plus chaud parka. On fait un tour en URSS. Ah ben, moi aussi, je m'en vais en Russie voir ce qui se passe avec mon champion de la semaine. Bonne écoute. Marie-Ève. Nicolas! Comment ça va? Ça va bien, toi? Bienvenue au 28e épisode. 28e épisode, Nicolas. C'est ton tour. C'est un de plus que la dernière fois. C'est comme ça que ça marche. C'est de même ça fonctionne. Ça serait plate qu'on se mette à sauter des épisodes. Hey, on est rendu à 164 après 2 mois. Ouais, c'est ça. On va faire un mystère avec ça. Là. Où est passé le 28e épisode? Ah, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut pas en sauter. Là. Ouais. Le TikTok va capoter. Ouais, d'ailleurs, on jasait aujourd'hui des prochains sujets. Là, puis là, on voulait creuser un peu dans des idées inusitées. Ben, pas des idées inusitées, là, mais des sujets inusités. Là, puis des espèces de mystères d'Internet. Puis tout ça. Puis là, de Lost Media. Fait qu'on pourrait faire un genre de Lost Media avec notre épisode 29. Mettons, on va sauter direct à 30, là, puis là, on va faire un mystère autour de ça. On peut pas faire ça. Internet va exploser. Ah, c'est vrai. Mais là, on en a parlé en plus, fait que ça va être... Non, mais on a pensé faire un nouvel trend, là, comme un nouvel épisode spécial, peut-être. Ça serait... possiblement, on se raconte des histoires d'Internet. Au lieu d'être un champion de la semaine, on se raconte des histoires d'Internet et là, il faut trouver laquelle est fausse. Ouais, c'est ça. Mais là, pas remplacer champion, mais... Ouais, peut-être un autre genre de top. À place de combat des crimes, on alternerait peut-être avec ça. En tout cas, on l'essayera. Oui, non, puis, excuse, j'ai dit champion. Oui, ouais. Au lieu du combat des crimes, oui, c'est ça. Peut-être qu'on essaiera un espèce de détecteur de mensonges version criminelle. Ouais. Là, on le dit, j'espère qu'il n'y a personne qui va nous voler notre super concept. Ah là, j'espère que non, parce que des fois, on n'est pas super rapide. Là. Fait que si l'émission arrive comme dans 6 semaines, on va être... Pas grave. Ouais. Pas grave, on va faire meilleur. Anyway, on a déjà volé le concept à l'émission Détecteur de mensonges, justement. C'est vrai. Fait C'est vrai que c'est pas notre concept. On va faire 2 vérités et un mensonge, puis on fera des votes, savoir quelle histoire d'Internet ou quel fait divers est vrai et lequel est faux. Oui, on aimerait ça faire ça. Vous nous direz si vous pensez que c'est une bonne idée. Fait que ça va nous faire des faits d'Internet vrais, puis un faux qu'on va soit inventer ou surtout, d'après moi, je vais prendre un fait qu'on a pensé que c'était vrai sur Internet et que dans le fond, c'était une arnaque. Surtout, ouais. Puis là, peut-être que vous allez dire « Ah ouais, ça me dit quelque chose, j'ai entendu parler, ça doit être vrai. » Et non! Ouais. C'est une arnaque. Ça a été myth-busté. Exactement. Bon, on est rendu où, là? On parle de nos prochains épisodes. Ouais, qu'est-ce qu'on boit? Oh, on boit cette semaine, c'est la compagnie, c'est une compagnie québécoise, ça s'appelle Poséidon, je crois, mais c'est Poséidon. Ouais, probablement que le nom était déjà pris. Ouais, de Poséidon, effectivement. Ouais. Mais quand on cherche Poséidon sur Internet, on peut tomber sur cette compagnie-là. Donc, c'est des bombes à cocktail. Vous avez peut-être déjà vu ça. On a reçu ça de belle-maman. Oui, un cadeau. De ta maman de ma à maman. Noël. Ouais, c'est oui, pas exactement. nos 2 belles-mamans. Non, de ta mère à Noël. C'est super le fun. Donc, c'est une petite boîte. Il y a des bombes à cocktail dedans. C'est en 3D. Là, nous, on a reçu, il y en a 8 sortes. Pina Colada Coconut, Blood Orange and Rosemary. Et là, je dis ça, mais il est en français aussi. Je suis en train de vous le lire en anglais, mais il est en français. Et là, il y a une petite recette, soit par code QR, on rajoute un alcool, ou soit qu'on se fait carrément un mocktail en ne rajoutant pas d'alcool. Oui, ben tout à fait. Donc, t'as pris quoi aujourd'hui? Blood Mary, là, celui que tu disais. Ah oui, c'est ça, hein? Ouais, On a c'est celui qui manque dans la boîte. orange sanguine et romarin, et t'as ajouté du gin qui était des 3 éléments. Oui, exact.
Oui, donc Gin canneberge. C'est vraiment bon. c'est bon, hein? Ouais. Oui, OK. Fait que super. Fait qu'on boit ça aujourd'hui. Ça fait changement. On peut le jazzer avec notre alcool préféré. On peut le boire en mocktail. C'est le fun quand on reçoit aussi. Chacun peut avoir un cocktail différent. Ouais. C'est le fun aussi si on veut boire moins d'alcool, si on est enceinte. Donc oui, c'est une belle découverte. C'est super le fun. Ça fait changement. Puis c'est québécois, donc on est content. Ouais, super belle idée. Ouais, on va vous mettre le lien sur les médias sociaux. Là, si vous êtes un grand buveur, c'est peut-être pas une bonne idée, là, parce que bon, on n'est pas sponsorisé, hein, on dit ça par altruisme ou whatever. Oui. On découvre des affaires nous puis on le partage, mais si t'as un gros party et tu veux faire ça à tout le monde, ça va peut-être virer cher un peu, mais cela dit, c'est très savoureux. Oui, c'est vraiment bon, puis ça fait changement aussi, puis c'est un beau cadeau. Moi, je trouve que c'est un Ouais, beau exact, cadeau c'est d'hôtel, c'est un beau cadeau. On a reçu ça à Noël, puis c'est le fun, vraiment, parce que moi, je trouve que tout ce qui se fait à l'unité, ça permet de doser l'alcool qu'on boit aussi. Tu sais, tu peux en Ouais. boire un, tandis que si tu ouvres de la, je sais pas, de la bière d'épinette pour te faire un cocktail, ou si tu ouvres comment t'appelles ça, du sirop de menthe, ben tu finis par le perdre. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que c'est bien des Malheureusement. fois des petites canettes aux affaires de même et une affaire individuelle comme ça. Oui. Et surtout mocktail, fait que c'est le fun Oui. de te faire une petite affaire. Oui, vraiment. On enchaîne avec le shout-out. Oui, le shout-out. Cette semaine, je voulais faire un shout-out à Valérie qui est sur notre groupe Facebook privé. Donc, après avoir écouté notre épisode de la semaine passée, de v'là 10 jours, Oui. sur le maire à vie de Laval, Gilles Vaillancourt. J'adore le incontesté ou avis. À vie, Gilles Vaillancourt. Donc, Valérie nous a écrit pour nous dire « Hey, salut! Quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, c'était en 2006. Il vivait chez ses grands-parents à Laval. Chaque année, on allait à la fameuse cabane à sucre Constantin. Je savais même pas que c'était là. Organisée par le Parti pro. Je détestais ça, il y avait tellement de monde. Puis nos parties de cartes le jeudi soir étaient toujours avec un paquet de cartes bleues à l'effigie du Parti pro aussi. Probablement gratuite en échange de leur vote. En tout cas, matériel promotionnel. Et je ne vois plus cela de la même manière, pas tout après votre podcast. Ça m'a tellement fait rire. Mais c'est une super bonne idée, les cartes, pour de vrai. Ben oui! Et en plus, tu ramènes ça dans des centres de personnes âgées. Là. Fait que là, tout le monde joue aux cartes Ben oui. avec ton parti. Sans arrêt. Fait que pour toi, c'est comme le parti qui te vient à l'esprit facilement. Oui. T'sais, c'est ça qui arrive. Quand tu arrives à l'urne, là, tu le reconnais, tu coches à côté. Oui, exactement. Puis la cabane à sucre, c'est tellement ludique. Je veux dire, même moi, j'aurais voté pour lui. Ouais, puis il n'y a rien de mal. Ouais. Moi, Il n'y a rien de mal à ça. y a rien, c'est ça. Moi, tu me donnes du bacon au sirop d'érable, là, je suis facilement achetable. Ça me prend pas grand-chose. Ah, ben merci Valérie, puis on te salue, puis continue à nous envoyer des commentaires sur les épisodes, dans le groupe Facebook privé, par messagerie privée. En tout cas, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir de vous lire. Fait que... Ouais, très encourageant. Ouais, c'est super le fun de voir que ça résonne chez vous. Ouais, exact, c'est ça. Qu'on parle pas d'affaires que le monde, ça, que ça intéresse les gens, puis que les gens, ils ont vécu ça ou ça les touche, bref. Ouais, c'est ça qu'ils peuvent relater. Relater. En bon français. Bon, on est rendu, Nicolas. C'est toi qu'il faut qu'il me pitch aujourd'hui, là. C'est ça, je m'en allais faire. T'es trop rapide. Je suis trop rapide. Non, mais j'allais juste faire un petit segment. Dans le fond, on est partie 2 de politique, donc je vais faire un plus gros cas cette semaine. Oui, c'est toi qui fais le cas principal. C'est moi qui fais le cas principal et toi le champion. Donc, veux-tu nous présenter ton champion? Oui, mais là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que là, toi, tu t'en vas en Russie. Ouais. Tu me l'as dit. Ouais, je te l'avais dit. Oui, tu me l'as dit parce que... Je te l'ai dit parce que... Tu sais, depuis le début, on fait tout le temps la joke qu'on ne toucherait pas à ça. Mais là, je suis allé sur un sujet historique, là. OK. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de danger, là. OK, parce que tu trouverais ça dangereux de te parler de la Russie maintenant? Parce que c'est exactement ce que je m'en vais faire, Nicolas! Non, je pense pas que c'est dangereux. Non, je pense pas. En tout cas, ils viendront nous chercher. Fait que si jamais les épisodes disparaissent sur Apple Podcast... Ouais, si on arrête à 29... Si on arrête à 29, ben cherchez-nous, on est quelque part... Soit que mon micro brisé, ou soit qu'on s'est fait embarquer par la Gestapo, la police, je sais pas c'est quoi. Comment on appelle? Les goulags. On est dans un goulag quelque part, puis on poirerote en prison. Par le KGB.
Ouais, par le KGB, puis on poirote. Fait que moi, je vais te parler du champion de la semaine. Écoute, mon champion de la semaine, c'est Poutine. Parce que Oui. c'est un coquin. OK. On va dire ça de même, parce que je On veux va arrêter continuer là. à respirer. Donc, champion de la semaine. Donc, mon champion de la semaine, on peut pas dire que c'est les cas politiques qui manquent dans les médias, OK? J'avais vraiment le choix de tout ce qui est fraude politique. Je suis allée en Russie, comme je t'ai dit. Mais, ceci étant dit, que ce soit l'ex-dirigeante du parti de Valérie Plante qui est accusée de fraude électorale, ou la semaine passée, 3 sous-traitants du gouvernement fédéral pincés pour fraude, va te le dire, l'actualité regorge de fraude politique que j'aurais pu te dire, puis ce serait passé beaucoup plus près de nous. Ceci étant dit, mon cas de la semaine passée était tellement flagrant et tellement grandiose que là, je me suis dit, il faut que ça soit plus hot que ça. Là. OK. Il faut que ça fesse. Là, parce Plus que spécial. Plus spécial, oui. Parce que là, la semaine passée, je t'ai parlé d'un parti qui a régné sur la 3e ville en importance du Québec et qui était corrompu. Hein? Ça a été prouvé et accusé. Bon. Donc, cette semaine, je voulais quelque chose de encore plus surprenant. Donc, je suis allée chercher ça en Russie. Et parce que ça m'est tombé dessus complètement. Puis ça m'a fait rire quand tu m'as dit que ton cas portait sur la Russie parce que ce pays-là est fascinant et terrible à la fois. Puis s'il y a un pays qui défraye les manchettes de façon négative, malheureusement, depuis quelques années, et surtout 2 ans, parce qu'on va fêter le triste... Non, on a fêté le triste anniversaire des 2 ans de la guerre en Ukraine. Oui, puis j'avais pensé, est-ce que je ne voulais pas couper ton champion, j'avais pensé justement parler un peu de qu'est-ce qui avait mené à ça. Oui. Peut-être je le ferai plus tard, là, parce que, en tout cas, on verra, mais tu sais, je l'ai fait un peu dans ma conclusion de cas là, à dire, tu sais, si ça intéresse le cas, le monde, tu sais, si mon cas intéresse le monde, puis tu sais, si j'ai fait une bonne job à parler d'histoire de l'ex-URSS ou de la Russie, ben, tu sais, je pourrais continuer là, parce que il y en a beaucoup à dire. Oui, puis on n'est pas des historiens. Non. On se renseigne, mon Dieu, on lit des choses, on écoute des résumés, des documentaires et on fait notre possible. Donc, c'est ça. Il faut être indulgent, mais ça nous intéresse puis on espère qu'on le rend bien. Ben, le but, c'est de partager l'intérêt. Oui, exactement. Puis je trouvais ça drôle parce qu'on avait fait un épisode thématique sur le Japon. Puis là, je me suis dit, ça va nous faire comme et notre 2e parti politique et un genre d'épisode de Russie. Effectivement. OK, moi, je te parle d'Alexis Navalny, OK? Je ne sais pas si je le prononce comme faux. S'il vous plaît, soyez indulgents. Il y a plein de noms dans mon cas que je ne sais pas si je prononce comme il faut. Alexis Navalny, vous en avez sûrement entendu parler, est né le 4 juin 1976 à Boutine. Et selon le co-auteur de sa biographie, Norvan Lalouette, il fait partie des gens qui se sont battus pour une Russie libre. Il a obtenu son diplôme en droit des affaires de la People Friendship University. Wow! Ça fait pas très sérieux comme université, ça m'a fait rire. Et il y a une bourse de Yale en 2010. Et sa passion, un peu comme Gilles Vaillancourt, était la corruption. Mais dans l'autre sens du terme? Dans l'autre sens du terme, oui. Il voulait la combattre. Mais c'est très drôle parce que oui, c'est son cheval de bataille, la corruption. Et je parle de lui au passé parce qu'il est décédé le mois passé et je vais vous expliquer ce qui lui est arrivé, si vous n'en avez pas entendu parler. Donc, sa passion, un peu comme Gilles Vaillancourt, était la corruption, mais ses recherches l'ont tout de même mené à investir dans les sociétés pétrolières et gazières russes. Donc, oui, il s'est vraiment impliqué contre la corruption en Russie, mais il a pris soin d'investir à la bonne place. Ben, à un moment donné, pour combattre le mal, ça prend des fonds. Exactement. Il a appliqué la maxime... If you can't beat them, join them. Non, ben c'est garde tes ennemis encore plus près. Ah oui. Ouais, garde tes amis près, mais tes ennemis encore plus près. C'est ça que je me suis dit qu'il avait appliqué cette maxime-là. Là, j'essayais de la traduire, puis je pense que ça se dit bien en anglais aussi, là. Even your enemy, keep your friends close, your enemies closer. Oui, c'est un peu plus anglophone comme expression. Dans les années 2000, sache que le passé d'Alexis Navalny est trouble. Il s'est accoquiné
avec les cercles ultranationalistes et il a déjà fait des déclarations racistes. Là, c'est pas tout rose, OK? Ceci étant dit, être un nationaliste en Russie, c'est quelque chose qui est considéré comme à la fois négatif par le monde entier, mais c'est le moyen de faire de la politique en Russie, Ouais. c'est d'être ultranationaliste. En 2011 et 2012, il se démarque grâce à l'organisation de manifestations pour l'opposition. OK? C'est vraiment là qu'il va prendre position contre le gouvernement en place. Et là, je veux bien te faire comprendre à toi et à tous nos auditeuristes que frayer avec l'opposition en Russie, ce n'est pas de tout repos. Non, ça Non, doit pas. vraiment pas. En Russie, t'as pas, comment t'appelles ça, la liberté d'expression, là? T'as pas ça vraiment. Comme ici, Ouais. finalement. Même affaire, Comme au Nicolas. Canada. Même affaire. Et là, on parle, les enquêteuses et militantes Anna Polikoskaya et Natalia Estimirova ont été assassinées en 2006 et 2009. Et l'ex-ministre Boris Nemtsov a été abattu aussi près du Kremlin. De toute façon, si vous êtes un opposant au régime, écoute, excuse-moi, je recommence. De toute façon, être opposant au régime ne vous servira à rien. Vous allez finir assassiné, empoisonné. Il y a des empoisonnements qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Mais même fuir ne sert à rien. Les 2 dernières personnes ont été empoisonnées. On parle de Alexandre Lisvinenko et de Sergei Skripal qui ont été empoisonnés en 2006 et 2009 en Grande-Bretagne. Oui, exact. Non, ils ont des tentacules partout à travers le monde. Fou. Oui, puis il y en a un des 2 qui a succombé. Le premier a succombé, là, Alexandre Litvinenko, mais le deuxième a survécu. Mais c'est 2 opposants à Vladimir Poutine et au régime en place. Ouais. Même à ça, ils ont fui et ça n'a rien donné. Ben non. Donc, il y a une longue liste, là, j'en ai nommé quelques-uns avec mon accent terrible, mais il y a une longue liste de personnes qui se sont opposées au régime de Vladimir Poutine et qui n'ont pas survécu. Mm-hmm. Avec sa fondation anticorruption, Alexis Navalny multiplie les déclarations incendiaires. Okay? Il veut une Russie pacifique, lumineuse, heureuse. Et il dit qu'il vise ces salauds au pouvoir. Je te dis, il ne vivra pas vieux. Il est porté par des mouvements sociaux anticorruption. Il fonde le Parti de la liberté du peuple. En 2013, il se présente même à la mairie de Moscou. Oh, quand même. Oui, et contre un candidat qui est, comment t'appelles ça, il est appuyé par Vladimir Poutine. Ouais, c'est ça. Et même contre le candidat qui est appuyé par Vladimir Poutine, il va remporter 27% des voix. Et ça, c'est trop. C'est un véritable tour de force que quiconque qui s'oppose à Vladimir Poutine récolte 27% des voix. Ça me surprend toujours quand même à quel point ils vont jusqu'au bout dans leur jeu, dans leur imitation de la réalité, là, parce que peu importe c'est quoi le résultat, même s'il avait gagné, jamais il l'aurait remplacé. Non, jamais. T'sais, fait que de faire cette mascarade-là quand même, d'inviter le monde à venir voter, de compter les voix. D'appeler ça une démocratie. Ouais, c'est ça. Alors qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, tu le tues. Ouais, exact. Finalement, c'est pas mal ça. C'est pas le fun. J'ai encore le goût, moi, dans la vie, quand je joue à un jeu de société, de gagner pour de vrai. Ouais. Tu sais, lui, il gagne pas pour de vrai, là. À chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord, il le tue. C'est pas comme si tu gouvernais bien. C'est pas comme si les gens t'aimaient pour de vrai. Ouais, effectivement. Je pense qu'on est passé ce sentiment de... Ah, mais c'est plate. Je sais pas, il me semble que c'est pas... Lui, ta vie n'a pas de sens. Ouais, il a gagné à la vie tout court, là, je veux dire, quand t'es intouchable. Ouais. Ben oui, mais t'es intouchable parce que tu tues les gens qui essaient de... Ouais, non, c'est ça, tout à fait. C'est un enfant gâté puissance 10. Là. Ouais. Un enfant roi. Oui. En plus, faut se dire que Alexis Navalny, il est super habile sur les réseaux sociaux, OK? Donc, il est finalement vu comme un véritable ennemi du pouvoir en place, surtout après qu'il ait remporté 27% des votes à la mairie de Moscou. Il a perdu, mais ils se sont rendus compte qu'il pouvait être dangereux.
Alexis Navalny sera condamné 3 fois à la prison. La première fois en juillet 2013, l'année où il s'est présenté à la mairie de Moscou. Ah, tiens donc. Coïncidence. Alexis Navalny a été reconnu coupable de détournement de fonds d'une compagnie d'exploitation forestière. OK? Il a été condamné à 5 ans de prison. Finalement, il va purger une peine avec sursis. Je ne sais pas c'est qui le juge qui a renversé les 5 ans de prison, mais il y a du guts. Le parti d'Alexis Navalny fut interdit en 2015 et en 2018, il se présenta comme candidat à la présidentielle, mais il va être écarté à cause de sa précédente condamnation. C'est ça qui est fabuleux, c'est que vu qu'il a été condamné, ben là, il ne peut plus se présenter au présidentiel. OK. Donc, juste contrairement aux États-Unis. Oui, contrairement aux États-Unis. Donc, oui, tu peux le tuer, mettons. Ouais. Tu peux l'empoisonner, tu peux le tuer, mais théoriquement, juste le fait d'y coller une accusation sur le dos et que le juge le condamne, naturellement, bien entendu. parce que tout est corrompu, ben ça l'empêche de se présenter à la présidentielle. En 2020, OK, il va être empoisonné durant les élections régionales, puis il va être soigné en Allemagne. Trop badass pour se la couler douce en Allemagne, puis faire comme, bon, ça suffit, là, je suis un peu à bout. Il va revenir au pays le 17 janvier 2021, OK? Il savait qu'en revenant en Russie, il signait son arrêt de mort. Ouais. Très honnêtement, il le savait, sa femme le savait et il y a des enfants, tout le monde le savait. Il va être immédiatement arrêté et condamné à 9 ans de prison pour escroquerie et outrage à un magistrat. Et c'est à ce moment que la vidéo « Un palais pour Poutine » fut mise en ligne, narrée et présentée par Alexis Navalny lui-même. Ah ouais. La vidéo dure 1h52. Il y a une version française. C'est extrêmement intéressant. Je vais la mettre sur les réseaux sociaux. C'est encore sur YouTube. Et c'est Alexis Navalny qui critique le gouvernement en place et qui parle du terrain de 7000 hectares où est construit l'immense palais privé de Poutine, qui comprend un casino, un aquadisco et un théâtre. Eh bien, oui. lui, OK, sa priorité, c'est un aquadisco. Oui, ça a l'air d'être sa priorité. C'est bon. On va pouvoir chanter Rasputin. Exactement, Nicolas. Oui, tout à fait. Puis là, il parle de sa chambre à coucher. Puis je pense que sa chambre à coucher fait 260 mètres carrés. Ah. Ouais. Le théâtre, il y a des artistes russes qui ont parlé de quand ils sont allés se produire à ce théâtre-là. Puis il y avait 5 personnes, tu sais. Puis là, il faut qu'ils fassent leur spectacle devant ça. Ouais, ben, le problème du monde au pouvoir comme ça, puis ça vire toujours comme ça, là, puis c'est une des raisons pourquoi je travaille pas pour un caïd, là, parce que sinon, c'est que ces gens-là virent toujours paranoïaques et dangereux pour leur entourage même. Parce que quand tu es seul au sommet, à un moment donné, tu viens juste à penser que tout le monde t'en veut à toi directement. Oui. Fait que, tu sais, même, c'est ça, j'avais déjà entendu Poutine, il paraît qu'il est hyper paranoïaque, là. Le monde alentour de lui, c'est une poignée de main, là. Mm-hmm. C'est peu de personnes, puis il est toujours tout seul dans son bureau. Il rencontre plus personne parce que, tu sais, en plus, c'est facile, je veux dire, à la limite, là. Lui, il le fait, fait que, tu sais, de souffler de la poussière d'en face de quelqu'un, de plutonium, de je sais pas quoi, de se faire assassiner, c'est quand même assez facile. Fait que ce monde-là devient hyper paranoïaque, puis dangereux. Là. Ben oui, là, le vidéo est super intéressant. Là. Il a récolté 100 millions de vues. Oui, puis en français, plus que ça. Là. Et ça parle du trajet que les bateaux doivent faire, entre autres, pour éviter de passer près, mais même pas près, là, mais de la côte où est-ce que son palais est. Ah ouais? Ouais. C'est entouré de vignobles, c'est complètement inaccessible, mais juste, c'est comme sur le bord de l'eau et les bateaux peuvent même pas passer
à cette place-là. Il y a quelqu'un qui est dans la vidéo qui essaie d'avoir une autorisation pour naviguer, puis la personne fait juste lui dire non, c'est pas possible. Puis il dit OK, mais à qui il faut que je demande? Non, c'est juste pas possible. C'est extraordinaire de voir comment il n'y a pas d'explication, puis que c'est juste comme ça. Puis non, on vous demande fortement de faire le tour par la haute mer. Puis là, il fait comme ouais, ben, tu sais, c'est comme loin, là. Puis non, c'est comme ça. Wow. C'est fabuleux. Donc, j'étais où? Oui, fait que pendant 2 heures, Alexis Navalny va narrer cette vidéo sur le palais privé de Poutine. C'est vraiment intéressant. Donc, Alexis Navalny va être emprisonné. Il va s'ajouter à sa peine son sursis de 2013 qui, tout à coup, pouf, se transforme en peine de prison. Fait que, et voilà une autre peine supplémentaire. Et en 2023, on le condamne aussi pour extrémisme. On le condamne pour 19 ans de prison. Bref, il n'était pas prêt de sortir. Non. Moins de 48 heures avant sa mort, il s'est présenté à un énième procès contre lui. Il était souriant, mais très amaigri parce qu'il avait des problèmes de santé liés à une grève de la faim et à son empoisonnement de 2020 aussi. Il était très vieillissant, là. Il était détenu à Karps, dans l'Arctique russe. Et Alexis gardait toute sa fougue dans ses procès répétitifs en traitant le président Poutine de papy caché dans un bunker. Parce qu'il disait, on le voit jamais, c'est juste un papy caché dans un bunker. Il attaque le personnage. Ouais, exactement. Il plaisantait parfois sur ses conditions de détention dans cette prison qui est connue comme l'une des plus dures de Russie. Il disait, entre autres, qu'il n'y avait pas fait plus froid que moins 32. Et qu'il n'y avait rien de plus revigorant qu'une promenade à Yamal à 6h30 du matin. Il était vraiment là. Il fallait qu'il garde le moral, je pense. Reste que l'alimentation était si mauvaise qu'il souffrait de graves maux de ventre et qu'il perdait ses dents. Ah ouais, il passait un sale quart d'heure. À la mi-février 2024, au sein de la colonie pénitentiaire IK3, Alexis Navalny se serait senti mal après une promenade et aurait perdu connaissance. La cause officielle, tiens ta tuque, est le syndrome de la mort subite. Wow! Oui. Hey, c'est scientifique. Oui, c'est comme ça. Ben, après ça, j'ai lu, puis on disait que c'est comme ça qu'ils appelaient n'importe quel problème cardiaque aussi. Oui. Mais le syndrome de la mort subite, on dit que les médecins auraient passé plus de 30 minutes à essayer de le réanimer. Permets-moi d'en douter. 30 minutes. Ouais. Après une couple de minutes, ça donne plus rien. Mais non, mais c'était juste... C'est ça. Il essaie de se défendre, là. Juste à te spécifier qu'il avait été aussi supposément condamné à 15 jours d'isolement le matin même. Donc, qu'est-ce qu'il faisait en promenade? Ça, c'est très suspect. C'est avant d'aller en isolement, ils sont allés le promener. Ben, c'est ça. Ils ont fait, tu sais quoi, on va te laisser une petite chance. Toujours est-il que sa veuve, sa femme, dans une vidéo touchant, a promis de continuer l'œuvre de son mari. Et rappelons que du 15 au 17 mars 2024, s'est tenues les élections en Russie durant lesquelles Poutine fut réélu avec un record de 87,32% des voix. Magnifique. Oui, alors l'opposition en Russie est pas forte. Non, c'est ça. C'est ça. Elle est pas morte, mais elle est pas forte. Ça dépend. Ben, Alexis Navalny, il est décédé. Ouais. Il y en a d'autres. J'ai lu sur quelques opposants qui sont encore vivants. Qui sont engagés par le parti de Poutine, probablement, là, pour créer une fausse impression de démocratie. Ah, il y en a que non, parce qu'ils sont vraiment dithyrambiques dans leurs critiques. Quand même, écoute, ça prend du courage. Faut tu sais que ça mènera à rien. Ouais. Et la cause est plus forte que ton confort ou ta vie. Puis, effectivement, c'est parce que des fois, ben, un martyr aussi, ça a un effet. Là, fait en retournant au pays, en gardant la face dans les différents procès, puis éventuellement en mourant, des fois, tu fais plus d'effet que exilé dans un autre pays. Là. Ah, je le sais, mais il faut vraiment que tu sois sûr de tes convictions. Ça n'a pas de sens. Ce gars-là avait l'air d'avoir de l'argent, honnêtement, là, avec ses investissements. Ouais. Tu sais, une femme, des enfants, puis on dit que c'était vraiment un amoureux de son pays, puis qu'il voulait mieux pour son pays. Faut vraiment que tu crois à la cause, là, parce que tu payes de ta vie. Là. Ouais. Ah, ça
c'est vraiment... on est vraiment chanceux ici de pouvoir se présenter aux élections. Et on peut chialer contre le gouvernement, là, mais au moins, je pourrais me présenter aux élections. Puis... Ici, il y a, à part l'argent, là, parce que Oui. ça prend de l'argent pour faire une campagne, Oui, il n'y a rien qui t'empêche. rien Je qui veux dire, t'empêche tu peux de... bosser dur pendant des années à lever des fonds, à te faire des contacts, à t'acheter du linge propre pour aller passer à la télé, à monter ta réputation, ton parti, gagner et devenir premier ministre du Canada, si Tout tu à veux. fait, oui. Il n'y a rien qui t'empêche. Tu peux aussi aller poser des questions au conseil municipal. Aussi. Tu peux challenger les politiciens. Tu peux faire entendre ta voix. Tu peux même aller voter aux élections scolaires, ça te tente. Ouais. Tu peux aller chialer dans des conseils de comités exécutifs. Tu sais, c'est ça. Des fois, on a l'impression... Des fois, on se dit que ça ne change rien, mais si on le fait pas, s'il n'y a personne qui le fait... Non, c'est ça. C'est ça, faut s'impliquer. Puis, t'es jamais quelqu'un qui va te foutre du plutonium dans le fond. Ben, c'est exactement ça, oui. Donc, est-ce que tu continues avec ce superbe sujet de la Russie, Nicolas? Ouais. Mais là, tu vas avoir spoilé comme la plupart de mes points forts. Ah! Parce que je te dirais que ça change pas ben. Ah, pour vrai? Non. Ah, ça a commencé bien avant? Ouais. OK, ben explique-nous la genèse de où est-ce que ça a commencé, cette espèce de tradition. De tradition, ouais, c'est ça. De tradition de tuer n'importe qui dit pas pareil comme toi. OK, fait que je vais juste refaire un petit disclaimer, là, parce que je l'ai marqué dans mon intro, puis c'est intéressant. Vas-y. Je voulais juste te dire, c'est ça, avant de commencer, je voulais souligner que je ne suis pas un historien. Oui. Je suis juste un gars qui s'intéresse au sujet et qui en a profité en faisant un podcast à se dire, ben gars, j'ai du temps à passer de toute façon à faire des recherches. Allons m'intéresser à ce sujet. Oui. Donc, je m'excuse d'avance si jamais je dis des trucs qui ne sont pas tout à fait exacts. Je ne crois pas avoir dit des faussetés non plus, là. Mais si tu fais des erreurs. Ou si je fais des erreurs. Ou si j'ai sauté des bouts aussi, peut-être entre deux événements, ou que j'ai passé rapidement sur d'autres événements qui peuvent peut-être être pour vous ou à la limite dans l'histoire importants. Mais au final, ça reste un podcast, puis juste que ce soit intéressant à écouter et intéressant à raconter. Oui, et c'est un peu de ma faute que j'arrête pas de passer en arrière de toi qui rédige ton cas et je te dis déborde pas, Ouais, ben, il y a tiens-toi ça. à l'essentiel. Fait que là, pauvre toi. Il y a ça, puis tu sais, des fois, c'est parce que, il arrive de quoi? Ben là, tu sais, finalement, ça arrive pas, fait qu'il retourne là-bas. Finalement, Oui. il fait ça. Là, tu sais, des fois, tu peux sauter 5 ans où ce qui se passe pas grand-chose. Tout à fait. C'est plate à raconter. Charles Beauchesne serait d'accord avec toi. Ah, probablement. Parce que tu as dit qu'il en saute des gros bouts. Ouais. Puis c'est que c'est très bon qu'est-ce qu'il fait. Puis quand il saute des bouts, tu vas comme « Ah, OK, parfait. » Ah ouais, c'est super intéressant. En tout cas, j'aime bien, tu sais, personnellement, j'aime bien me pencher sur certains moments de l'histoire, justement, comme ça, creuser un peu pour en apprendre plus. Puis comme on va voir dans mon cas, il y a beaucoup de noms qu'on connaît. Donc, tu sais, des personnages, des personnes historiques, qu'on en connaît peu sur eux, fait qu'on va en apprendre un petit peu plus. Il y a aussi des terminologies ou des mots qu'on connaît ou qu'on a entendu parler dans des films, des chansons, aux nouvelles, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Fait que j'en ai fait un peu la définition, l'explication. Donc, je pense que ça va être intéressant. Cool! Bref, j'espère avoir trouvé le bon dosage entre informations importantes et faits divertissants. Oui. Pour que ce soit aussi agréable pour vous que pour moi. Instruis-moi. Allons-y. Donne-moi des connaissances, Nicolas. D'accord. C'est comme ça que je tombe en amour avec toi. C'est bon. Tout d'abord, je vais te donner un petit peu de contexte sur la Russie dans la fin des années 1800, début des années 1900. Ah oui? OK? Fait que là, je ne vais pas annoncer, je pense. En fait, je vais parler de la Révolution russe de 1917. OK, parfait. OK? Fait que là, on retourne assez loin dans le passé. Puis c'est pour ça que je disais, si jamais c'est intéressant, je pourrais continuer après, parce que 1917, c'est loin. Puis il s'en est passé des affaires depuis, jusqu'à la mort de ton champion. Oui. Ben, pas ton champion. Non. Mais... non. Lui, c'est un champion pour ouais, c'est ça. Donc, la Russie, comme plusieurs pays à l'époque, était gouvernée par un souverain, nommé un... Tsar. Mot croisé. Exact. Dans les mots croisés, on a souvent le terme tsar. Je l'ai écrit dedans. Tu l'as écrit? Tsar. À l'aube du 20e siècle, donc à la fin des années 1800. C'est ça, c'est à la fin des années 1800. Ouais. OK. Mon cas, je l'ai commencé là. Parfait. La dynastie des Romanov. OK. On a entendu parler des Romanov.
ou en tout cas, des fois on entend parler, mais on ne sait pas exactement c'est quoi, là, mais la Non. dynastie des Romanov. OK. Je pense que c'était eux qui avaient des espèces d'œufs Fabergé, ou je sais pas trop. Ah, OK. C'est le genre d'affaire que je veux pas dire des niaiseries, là, mais en tout cas, il y a des cas de disparition de leurs œufs. Ah, OK. Fait que les Romanov étaient Ouais, une les Romanov. dynastie. Ouais, les Romanov, ils ont régné sur l'Empire russe depuis plus de 300 ans. Quand on est rendu en 1900, là, ça fait 300 ans à peu près qu'ils sont au pouvoir, OK? Ben non. Ouais, le premier tsar, puis toi et moi, on le connaît justement à cause des mots croisés, c'était Ivan le Terrible. Ivan IV, nommé Ivan le Terrible. Exactement. Il y a eu également Pierre le Grand, Catherine la Grande. Ah oui. Okay? OK. C'est des noms qu'on reconnaît un peu. Alexandre Ier, qui s'est défendu contre les attaques de Napoléon. Ah oui. Ouais. Et mon préféré, Nicolas II. Oh, Nicolas. Moi, je dis c'est mon préféré juste parce qu'il y a mon nom. Puis toi, t'es le 1. Ouais, c'est ça. Il a pris ton nom. J'ai pas vu de 1, en fait, dans la lignée. Là. Ah, Je sais ben pas si ça son vient de- père? Non, son père, c'est Alexandre III. Ah, ça, c'est mélangeant. Ouais, c'est mêlant. OK. Mais j'ai pas creusé pourquoi est-ce qu'il y avait des noms. Là, pis tout. Mais toute cette gang-là, c'était une gang de co-sanguins, là. C'était les Romanov. En fait, c'est les dynasties Romanov. Bonne question. Je pense pas qu'ils sont co-sanguins. Probablement à un certain point, Oui. là, comme tout souverain de l'époque. Là. Oui. Mais tu sais, je disais, comme la femme de Nicolas II, c'était une Allemande. Ah, Fait que, tu OK. sais, c'est pas complètement co-sanguin. OK. Mais c'était les Romanov. Ils étaient Ouais. comme tout appelés comme ça. Exact. La D'accord. dynastie des Romanov. Pendant 300 ans. Ouais, c'est ça. Eux c'était 300 ans. Wow. Comme tout bon empire, hein, les personnages en haut de l'échelle bénéficient de pas mal plus de droits que ceux qui sont en bas de l'échelle. Et c'est juste au milieu du 19e siècle, en 1860 environ, que la Russie va finalement abolir le servage. Le servage, Ouais, qu'est-ce que le servage? c'est une forme de féodalisme qui liait les serfs à leurs seigneurs. Fait que Oui. ça aussi, c'est un terme qu'on a... Ailleurs, il y avait des fiefs. En Russie, en tout cas, c'était des serfs. Non, ici aussi. Ouais. Ben, c'est ce que j'ai appris à l'école, en tout cas. Les serfs, c'est les serfs, ouais. Serfs ou Je pense serfs, serfs, ouais. je sais pas. C'est ceux qui cultivent la terre, c'est ça? Puis ils doivent payer une redevance à leur seigneur. Ouais, ça va un petit peu plus loin que ça. OK. OK, les serfs sont liés à la terre. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas quitter sans la permission du seigneur. Oh boy. Ouais, c'est borderline esclavage. OK. OK? C'est un beau terme pour dire que c'est des esclaves. OK. Leur statut était héréditaire. Oh mon Fait Dieu. que de père en fils ou de parent en enfant, tu nais serf. Je comprends. Tu peux pas sortir de ta servitude. C'est un genre de caste? Oui, tout à fait. OK. Ouais. Les serfs devaient travailler leur parcelle de terre, Oui. parce qu'il y avait des petites parcelles de terre, en plus de travailler la majorité de leur semaine sur la terre du seigneur. Oh! Ils devaient aussi payer des taxes, Oui. malgré qu'ils travaillent sur les terres du seigneur. Et devaient fournir des services aussi, comme je suppose pour réparer, faire de l'artisanat, et aussi servir dans l'armée du seigneur. Mon Dieu Seigneur. Ils n'ont pas beaucoup Exact. de hobbies. Non, tu n'as pas le temps d'avoir des loisirs. Non. Tu scrolles pas souvent ton iPhone. Non. Les seigneurs avaient également le droit de contrôler les mariages. Fait qu'ils décidaient qui, entre serfs, se mariait. Ils pouvaient aussi les punir comme bon lui semblait. Oui, c'est ça. L'éducation était presque inexistante chez les serfs aussi. Ils habitaient dans des maisons basiques, là, délabrées, pauvres, et mangeaient à peine à leur faim, malgré qu'ils travaillaient dans les champs toute la journée. Oui. Donc, pendant que le reste du globe, hein, dans les années fin 1800, oui. On s'entend, pendant que le reste du globe avait bien entamé leur révolution industrielle. Exactement. Puis, ça souvent, allait bien dans ce temps-là pour le restant. Ben, en tout cas, en ouais, c'est Amérique ça. du Nord. Puis, on pense à la Révolution française, ou c'est tout dans les 1800, milieu du 19e siècle. Fait que eux autres, ils avaient passé à autre chose. Là. Puis dans ce temps-là, nous, on avait de l'électricité. Ouais, Au début 1900. Fait qu'on l'électricité commençait, la voiture commençait au début des années 1900. Fait qu'on était rendu loin, là. Avancé, technologiquement. Puis eux, ils étaient vraiment dans un système d'esclavage. Ouais. Ils étaient de leur côté, la Russie était encore un énorme champ de patates. Là. Ouais. Oh my God.
En 1861, Alexandre II donc, va abolir le servage. Ah, OK. Fait qu'on Fait est que- avant 1861 dans ce temps-là. OK, Ouais, c'est ça. parfait. Donc, lui, c'était un grand visionnaire, hein, tu sauras, le tsar Alexandre II. Son objectif était justement de relancer l'économie et d'entrer finalement dans une ère plus moderne. OK. Mais la transition a comme été un petit peu mal organisée, en fait, parce que les serfs étaient maintenant libres de racheter leurs terres au seigneur ou à l'État et devaient rembourser la dette dans les 49 prochaines années. Ouais. OK? Donc, tu as plus de 23 millions de paysans ou de serfs, Oh, mon de serfs Dieu. qui, du jour au lendemain, vont quitter les terres et vont se rendre probablement dans les villes Oui. pour aller chercher du travail. Oui, parce que les autres, ils sont comme, j'ai le droit maintenant. Ouais, exact, je peux quitter. Je peux quitter. C'est soit je reste ici, je continue à faire la même affaire, puis je continue à tout donner mon argent anyway pour payer ma terre, Exact. ou genre je m'en vais, puis je tente ma chance ailleurs. Ben oui, je comprends. Ouais. Je veux dire, eux, ils ont vu toutes les générations ne pas être heureux sur la Terre. Exact. Fait qu'ils se sont dit, je vais essayer quelque chose d'autre. Ouais. Oui, Je ferai pas comme mon arrière-arrière-grand-père. exactement. Ça fait que du jour au lendemain, en fait, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, ce genre de changement-là, Non. mais durant les prochaines décennies, donc entre 1961 et 1900 environ, la population... Attends. 1861. Ouais, 1861. OK. Ouais, 1800. et l'année 1900. Oui, Ça je va être dans les comprends. prochaines 40 années à peu Oui. près. La population dans les villes va augmenter, les travailleurs vont s'instruire de plus en plus et des groupes vont commencer à se former comme des unions, des syndicats Oui. et des partis politiques. OK. Donc, vraiment pour leur donner une genre d'indépendance. Ils vont s'éduquer, ils vont aller travailler en ville. Tu sais, ils vont... Ouais, c'est ça. parce que là, tu n'es plus sur une terre à travailler. Fait que tu sais, en ville, tu as accès à des services. Ou, Ils vont essayer de s'épanouir. là. Exact. Oui. S'émanciper, c'est ça que je cherchais comme mot. Ouais, tout à fait. Je comprends. Entre-temps, des révolutionnaires appelés Volonté du peuple réussissent leur tentative d'assassinat contre le tsar Alexandre II. Oh non! Ouais. Le 13 mars 1881 à Saint-Pétersbourg. Fait qu'il va... je pense pas qu'il meurt sur le champ, là, mais bref. Son fils Alexandre III va lui succéder. OK. Ça, c'est le papa de Nicolas II. Exact. Tu suis, c'est parfait. Je suis. T'es pas mal bonne. Les choses vont pas aller en s'améliorant. Alexandre III est reconnu pour avoir renforcé la répression envers le peuple suite à la mort de son père. OK, mais ils sont quand même libres, mais pas tant. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de serfage, là, mais... Mais ils sont... Ouais, c'est ça. Il fait quand même de l'oppression sur le peuple. Oui. Il va aussi amener les politiques de russification, qu'on appelle, cherchant à renforcer l'identité russe, en imposant la langue à travers le pays. Et Dieu sait que c'est vaste, la Russie. Oui. Et ça incluait beaucoup de peuples que maintenant sont leur propre pays, dont genre l'Ukraine, la Biélorussie, whatever. Parce que là, c'était l'URSS. Non, c'était la Russie. C'était la Russie, OK. C'était l'Empire russe. D'accord. Ouais. Puis il impose la langue. Ouais, c'est ça. Alexandre III va imposer, dans le fond, sa réforme ou ses politiques de russification en imposant la langue et la culture russe aux nombreuses minorités ethniques et religieuses à travers son vaste pays. Mais mon Dieu, c'est comme le Parti québécois. Ouais, tout à fait. Pareil. C'est la même chose. C'est une joke. Envoyez-moi pas de bêtises. C'est une blague. Il va continuer ou débuter un peu l'industrialisation de la Russie et surtout débuter les travaux pour la construction d'un chemin de fer nommé le Transsibérien. Oh oui! Fait qu'il va débuter la construction d'un chemin de fer avec des bonnes conditions, je suppose, des syndicats puis des pauses. Ouais, j'ai pas fait le tour de ça, mais probablement que tout le monde était bien payé, avait des heures de travail régulières et un fonds de pension, c'est ça. Et des journées de santé mentale. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, des congés de maladie et de... Oui. Ouais. 5 à 7 avec des tables de ping-pong. Bref, si son père Alexandre II était réformiste, et je mets le mot entre guillemets, là, parce que réformiste pour un tsar, c'est quand même... le fait qu'il ait aboli le servage, c'est... On peut mettre entre guillemets c'est une grande réforme, là, mais il les a pas vraiment aidés non plus.
Non, c'est ça. Il a comme essayé d'être comme un peu progressiste. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ouais. des fois, c'est comme une fausse bonne idée. Là. C'est comme, ah ouais, vous trouvez que je suis trop oppressant, ben, tiens, voilà, maintenant, vous êtes libre d'essayer de survivre parce que vous avez rien de plus. C'est ça. C'est un système de schnout, mais il marche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je veux dire, les gens ont le droit de choisir leur destinée, là, Seigneur. Ouais. C'est ça. Fait que lui a essayé de faire ça. Mais tu sais, ouais, choisir ta destinée, faut quand même un petit coup de pouce. Là. Ouais. Quand tu commences dans un bas fond, c'est dur de te sortir d'un trou quand t'as rien. Ben, c'est des. Tu sais, les gens s'élèvent à travers les générations, hein. Ouais. C'est ça qui arrive. C'est que la première génération que tu donnes libre sont encore. Non seulement ils ont une mentalité, ils n'ont jamais pris de décision de leur vie. Non, c'est ça. C'est, tu sais, veux dire, les descendants de ces gens-là vont peut-être être libres et éduqués et fortunés et indépendants, mais en attendant, c'est ça, c'est une progression tranquille. Ouais. Donc, si son père était réformiste, Alexandre III, lui, n'était vraiment pas... Alexandre III, lui, connaît un peu plus de stabilité, OK? Mais il va augmenter la répression sur son peuple. OK. En 1894, Alexandre III va décéder, OK, suite de complications médicales, et va laisser la place à son fils, Nicolas II, qui, comme plusieurs autres souverains de l'histoire, n'était pas nécessairement prêt à gouverner. Oh, il avait quel âge, sais-tu? Il n'était pas très jeune, là, mais il n'était pas non plus... il avait pas eu... En tout cas, c'est le genre de petits détails que j'ai évité, là, mais il était même pas... il n'a pas grandi en Russie. Je pense qu'il est allé vivre au Japon pendant des années, où il a expérimenté un peu la vie. Là, il est allé faire des... Puis lui, ça ne l'intéressait pas tant que ça de gouverner, mais là, quand son père est décédé, ben là, il n'avait pas été formé vraiment pour ça. C'est ça, il s'est fait parachuter. Ouais, c'est ça. Roi souverain, puis il a fait « Ah, merde ». Ouais. C'est ça. Le règne de Nicolas va partir très fort avec un événement surnommé le bain de sang de la Neva. OK? C'est lors de son couronnement de Nicolas II. De Nicolas II, ouais, quand il était avec sa femme, l'impératrice, Alexandra Feodorovna. Okay? Ça a l'air joyeux, ça. Ouais, bel événement tragique. Lors de son couronnement, Nicolas avait ordonné la distribution gratuite de nourriture et de boissons aux citoyens de la ville de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, OK, c'était la capitale de la Russie à l'époque. Ah, OK. Okay, tout se passe là. C'est là qu'il y a le palais d'hiver. OK, parfait. Okay. Le palais d'hiver, c'est le palais royal. Okay. Le Winter Palace. D'accord. Puis là, il a dit, c'est mon couronnement, je fais un méga party, tout le monde va avoir à manger puis à boire. Du pain puis de la bière sur le bord de la rivière Neva. Mais okay. Ça sonne comme une bonne idée. Est-ce que ça a bien été, Nicolas? Ouais, la population qui crève de faim, hein, et devait être super contente, va donc se ruer vers les lieux de distribution de nourriture. C'est sûr. La situation va dégénérer assez rapidement dans le chaos et des milliers de personnes vont se bousculer pour avoir leur part de nourriture et de boissons. Oh. Dans la confusion, tu as des milliers de personnes qui vont être piétinées ou poussées dans la rivière. Et il fait chaud en Russie. Hein. La rivière devait être d'une température agréable. Un spa. Ouais. Et un grand nombre d'entre eux vont décéder. Oh mon Dieu. Mais ça va pas arrêter Nicolas qui, le soir même, va aller faire le party avec la noblesse. C'est sûr que dans ce temps-là, il y avait un petit peu moins d'auto-fouettement sur les réseaux sociaux en disant « Je m'excuse, il s'est passé telle chose. Oh mon Dieu, tu sais, je suis en deuil, le drapeau en berne, c'est donc bien triste. » Il faisait comme « Oh! Ça continue! » Ouais, ça a été noté dans son parcours. Là, le monde l'ont quand même remarqué qu'il y avait peu de scrupules pour qu'est-ce qui était arrivé. Ouais. Donc, l'industrie... je vais finir un peu le contexte parce que je suis encore dans le contexte. Donc, l'industrialisation rapide, les conditions de travail difficiles et le je m'en foutisme des dirigeants vont conduire à des tensions sociales et des grèves parmi les travailleurs. Mm-hmm. Ces révoltes ont culminé lors d'un événement tragique en 1905 qu'on appelle le Bloody Sunday. Et non, ce n'est pas le Bloody Sunday de U2.
Non, c'est ça? Non, c'est un autre Bloody Sunday. À chaque fois qu'il y a des tueries ou des affaires le dimanche, on appelle ça des Bloody Sunday. Ah, OK. Mais YouTube, c'est une affaire qui s'est passée en Irlande. Ah, OK. Merci de me le dire. Fait que Ouais. là, on est en 1905, il y a un Bloody Sunday. Ouais. Toujours sous Nicolas II? Oui, ça va. D'accord. Là, à partir de maintenant, on est sous Nicolas II. D'accord. Tout le temps. Le dimanche sanglant de 1905, en fait, c'est un événement crucial dans l'histoire russe, OK, marquant le début de la révolution de 1905. Là, parce que j'ai dit révolution russe, là, j'aurais dû mettre avec un S parce qu'il y a plusieurs révolutions dans un court laps de temps. Ah, OK. Et ça, c'est celle de 1905. Donc, le 22 janvier 1905, un dimanche, à Saint-Pétersbourg, encore une fois, une manifestation hyper pacifique de travailleurs russes et leurs familles, OK, est menée par un prêtre nommé Georgi Gapon et se dirige vers le palais d'hiver. D'accord. La manifestation pacifique, OK, menée encore une fois par le prêtre, va se diriger vers le lieu de résidence du tsar pour manifester contre les conditions de travail. Ah, OK. Il y avait une pétition, en fait, pour demander des meilleures conditions. Hommes, Fair. femmes et enfants souhaitaient présenter la pétition pour demander des meilleures conditions de travail, des réformes sur l'agriculture et aussi la création d'une assemblée nationale, pour être capable de Donner discuter. son opinion. Ouais, c'est ça, où est-ce que toutes les classes sociales ou les des la société avaient des représentants pour parler de leurs enjeux. C'est cool. La manifestation va tourner au drame lorsque, sans avertissement, les troupes impériales vont ouvrir le feu sur la foule. Mon Dieu. Il n'y a pas de chiffre officiel, okay? Mais en général, on parle d'une centaine de morts et de plusieurs centaines de blessés. Okay. Ça fait à peu près 1000, une centaine de morts puis 900 blessés. Genre. Le pire, c'est que le tsar n'était même pas présent dans le palais ce jour-là. C'est un des premiers événements qui vont mener à la révolution de 1917, celle que je veux parler en vrai. OK, mais le premier, là, on est en 1905 ouais. Et il y a le Bloody Sunday. Exact. D'accord. Fait que 2 ans avant, il y avait son couronnement où il y a plein de monde de mort. Comment après t'as appelé ça? Le bain sanglant de Saint-Pétersbourg. Ouais, de la Neva. Ah, c'est oui, la rivière Neva. Ouais, puis le monde tourne dans la rivière. OK. Ouais. Là, après ça, t'as l'espèce de manifestation avec le prêtre que tout le monde se fait tirer. En 1905. En 1905. Fait que c'est tous des petits événements qui vont culminer, dans le fond, vers une affaire un peu plus gros. La tuerie va provoquer l'indignation à travers le pays, entraîner des grèves, des mutineries et des soulèvements de masse. Suite à cet événement, le tsar Nicolas va essayer de sauver la face un peu publiquement et va publier le manifeste d'octobre en 1905. Dans le manifeste, il promet des réformes politiques. Il va entre autres créer ce qu'on appelle la Duma. C'est une assemblée législative d'élus. Donc, comme je te disais, un peu de chaque sphère de la société, dans le fond, ça donne en gros un forum pour donner la voix à divers segments de la société. Mais surprise, le tsar va toujours garder le dernier mot sur, dans le fond, les décisions. C'est ça. Fait qu'on essaye d'amener une apparence de démocratie. Exact. Je comprends. Fait que, vous êtes là, parlez-moi pendant que je scroll mon Facebook. Oui. Puis que je fais ce que je veux anyway. Puis j'ai un droit de veto absolu sur tout. Ouais, un droit divin. Un droit divin. Ben des monarques, comme, c'est ça. C'est un peu comme nous, comme moi dans notre famille. Maintenant. Exact, tu as le droit divin de choisir qu'est-ce qu'on mange pour souper. C'est ça. Tu as le droit de me dire ce que tu as le goût. C'est un peu moi qui décide. J'entends ton opinion. Je t'entends. Ça a tout de même permis une plus grande liberté de parole, OK? Ce qui a permis à plusieurs partis politiques de commencer à se former tranquillement. Oui, bien c'est ça. Je comprends qu'ils ne peuvent pas rien décider. Au moins, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Oui. Mais en contrepartie, quand le monde commence à dire qu'est-ce qu'il pense, ça te permet aussi à créer une police secrète et de réprimer encore plus le monde qui parle contre toi. Ça, c'est vrai. Parce que c'est ce qu'il a fait. Pour chaque pouce qu'il donne, il en enlève un autre ailleurs. C'est ça. Tu peux le dire que tu n'es pas d'accord, mais ça se peut que tu meurs en rentrant chez vous. C'est ça. Un peu comme ton cas. Alexis Navalny. Exact. Il a également lancé des réformes au niveau du système judiciaire, donnant plus de liberté aux instances de justice, mais il a aussi augmenté la fréquence à laquelle il utilisait ses lois d'urgence, rendant ainsi ce système presque désuet, presque inutile. Je comprends. Parce que, oui, le système de justice est indépendant de moi,
Mais, je veux dire, 8 mois par année, je vais déclarer l'état d'urgence, puis je vais choisir anyway, puis je vais en profiter pour faire emprisonner ou assassiner ou exécuter le monde que je veux plus voir là, avant de t'ordonner les clés du système de justice. Je comprends. Comme ici, comme Justin Trudeau, dans le fond. Comme la loi sur les mesures de guerre. Ouais, c'est ça. Là, Même chose. chérie, mon Dieu. Le monde va penser que t'es complotiste. On fait des blagues. Non, mais tu sais, je fais juste des, mais le pire, c'est que parallèles parce que tu sais, le monde, il scandait ça. Là. Oui, c'est ça. Ben, c'est vrai que si on pouvait. Ben, parce qu'on peut emprisonner des personnes sous la loi, oui. des mesures de guerre. Sans procès, puis je sais pas quoi, quand il y a des urgences. Des urgences, c'est ça. Si on était sous la loi des mesures de guerre, pour vrai, si on était 10 mois par année, ça serait effrayant. Oui. C'est pas le cas. Non. Juste rappeler que c'est pas le cas. Ouais. Puis ça prend généralement une assez bonne raison. Exactement. Mais si lui, il fait ça régulièrement, il fait comme il y a sous des mesures d'urgence, puis qu'à tout bout de champ, il y a des mesures d'urgence, j'avoue que ça peut être très frustrant. Super. Donc là, je pense que j'ai fini de faire mon contexte. OK. Fait que si on résume rapidement, début du 20e siècle, la Russie vient de sortir d'un système féodal basé sur l'agriculture et transige tant bien que mal vers une industrialisation. Les agitations sociales et politiques, des grèves ouvrières massives et soulèvements paysans sont généralisés à travers le pays. Le gouvernement répond aux manifestations de façon brutale et répressive avec des arrestations massives, de la censure et l'utilisation des mesures de guerre. La population commence à s'organiser, des partis politiques sont créés, souvent en capitalisant sur le mécontentement de la population envers le tsar. Oui, mais on crée une espèce de système d'apparence de démocratie exact. qu'on suit pas finalement parce qu'on a tout le temps une bonne raison d'avoir le dernier mot. Exact. D'accord. C'est là le temps où je te parle d'un acteur important dans la révolution russe. Okay, on va rentrer dans le crunchy. J'ai nommé notre bon ami Vladimir Ilitch Ulyanov, mieux connu sous le nom de Lénine. Ah, Lénine! Oui, le monsieur avec la barbichette. Oh, c'est Lénine. Lui, il rentre là. Ben là, je te parle de lui. Lui, il existait un peu avant ça. Là, okay, mais là, on va revenir un peu dans le passé. On revient un peu dans le temps, justement, et je te fais signe qu'on va être revenu à peu près au Bloody Sunday. Okay? Le petit Vlad est né en 1870 en Russie, bien sûr. En 1887, son frère est exécuté par le gouvernement après avoir conspiré contre le tsar. Okay? Fait que cette famille, cette espèce de haine envers le gouvernement. D'accord. Donc, ça n'a sûrement pas aidé, ça l'a sûrement aidé, en fait, ses aspirations politiques. En 1893, il va mettre la main sur un petit document, un certain manifeste rédigé par Karl Marx, et il va trouver ça pas mal cool. Oui, Karl Marx. Je fais-tu un petit aparté sur Karl Marx? Ben oui, parce que j'ai une vague idée, mais pas assez. Ouais. C'est Karl Marx, en fait, c'est un philosophe économiste et révolutionnaire allemand du 19e siècle. OK. Il est surtout reconnu pour avoir développé l'idéologie du marxisme, oui. Qui a eu une influence majeure sur la politique et la pensée sociale à travers le monde. Donc, le marxisme-léninisme, on voit ça des fois au Québec. Oui. C'est ce qui est pas mal à la base du communisme. C'est ça, hein? Ouais, c'est la base du communisme. Ouais, lui, dans le fond, il critiquait le capitalisme. Donc, il pensait que le capitalisme était un système économique injuste qui exploitait les travailleurs. D'accord. Et donc, il croit que les capitalistes, en fait, c'est les propriétaires. Oui. Fait que c'est ceux qui ont le pouvoir. Le pouvoir, mais c'est ceux qui sont capables de créer, dans le fond, ou qui ont, mettons, une usine. Oui. Propriétaire. La richesse. Ouais, c'est ça. Eux tiraient profit du travailleur et ne les payaient pas équitablement pour le travail et les maintenaient dans une situation de pauvreté. Marx envisageait une société future sans classe sociale ni propriété privée qu'il a appelée communisme. Dans cette société, les moyens de production seraient... C'est ça, moyens de production, c'est ça que je cherchais. Les moyens de production seraient détenus collectivement par la société, okay, tout entière, et les biens seraient distribués selon le besoin de chacun. Donc, sa formule célèbre, c'était de chacun selon ses capacités, à chacun selon son besoin. D'accord. Fait, idyllique comme société. Ah, mon Dieu, c'est sur papier, c'est fantastique. Sur papier, c'est fantastique.
Marx croyait que le capitalisme finirait par s'effondrer en raison de ses contradictions internes et que le prolétariat mènerait une révolution pour renverser le système capitaliste et amènerait à l'avènement d'une société communiste. OK. Fait que, en résumé, Karl Marx, c'est ça, c'est un penseur qui a critiqué le capitalisme et a promu une vision d'une société sans classe où les travailleurs seraient libérés de l'exploitation économique. Puis de toute façon, lui, ce qu'il pensait, c'est que le capitalisme allait s'effondrer puis qu'il faudrait trouver un autre système. Fait que pourquoi pas y penser maintenant? Exact. Et peut-être le mettre sur pied maintenant. Oui, c'est ça. Parce que de toute façon, le capitalisme était voué à l'échec. Tout à fait. Fait qu'on fait quelque chose d'autre. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est en 93, il va... 1893. 1893, il va connaître l'existence de ce manifeste. En 1895... Lénine, ça. Oui, Lénine. Lénine. On revient à Lénine. Lénine, lui, il est tombé sur le petit manifeste de Karl Marx. Ça se dit tellement mal comme nom. Ouais, c'est... Karl Marx. Marx. En 1895, sûrement après avoir parlé un peu trop fort de ses idées communistes. Comme son frère. Comme son frère ou comme le reste du monde qui se faisait capturer par la police secrète. Il va être arrêté et exilé en Sibérie où il va passer les prochaines années. OK. Moi, là, si je me fais kidnapper, pas la Sibérie. Ouais, c'est froid. C'est froid. C'est très froid. Moi, j'aimais mieux quand on disait que le FLQ c'était caché à Cuba. Là. Moi, je me disais, oui, Cuba, oui, je pourrais me cacher à Cuba. Cuba, c'est très chaud. Oui, mais ça va, ça. Moi, c'est la Sibérie, moi, ça, c'est non. Pas d'air climatisé dans ce temps. Exact, mais même à ça. La Sibérie, c'est non. J'aime mieux être à Cuba. Mais vas-y, continue. Fait qu'il va être exilé en Sibérie. Ouais. Oh my God. Mais genre emprisonné? Je suis pas tout à fait sûr. Je pense que c'est des espèces de camps, mais je sais pas s'il est emprisonné ou si lui, il s'est exilé. Bref, il s'est fait arrêter puis exilé en Sibérie. Il est pogné là. Mais qu'est-ce que tu veux faire anyway? Je veux dire, je te mets dans un village, là, je peux bien t'exiler là-bas puis tout le monde va vivre ensemble. Où c'est que tu veux t'en aller? Là? Je veux dire, il y a 1000 kilomètres. Il n'y a pas d'avion, là. Ouais, non, c'est ça. Il n'y a pas d'avion, puis c'est un rayon de 1000 km où c'est juste un genre de champ glacé. Il fait moins 40 Qu'est-ce que tu vas faire? toute la journée. T'es pogné là. Qu'est-ce que tu vas faire? En 1900, il va quitter la Russie. Fait que, il est emprisonné, mais pas trop sévèrement. Il va réussir à quitter la Russie. Il va aller se cacher en Europe. OK. Durant ses années en Sibérie et en Europe, il écrivait des textes politiques ou philosophiques pour influencer et amener les autres à adhérer à ses idées socialistes communistes. C'est ça, parce que là, il a découvert Karl Marx, il est d'accord, oui. Et c'est son idéal. C'est sa ligne de pensée. Puis lui, il veut influencer le reste du monde, le reste de la Russie, en fait, oui. À penser comme lui et faire une montée pour détrôner le tsar. C'est ça, parce que Karl Marx, là, il a des bien belles idées, mais c'est pas un politicien. Non, c'est un penseur philosophe et c'est un Allemand aussi, c'est pas un Russe. Ah oui, j'avoue, OK. Fait que là, lui, il a comme pris cet idéal-là, puis il a fait « Ouais, ça marcherait sûrement ici », puis il essaie de pousser ça. Ouais. Je comprends. N'importe quoi est mieux que le tsar, anyway. Vu de même. Ah, puis tu sais, c'est des super beaux idéaux, là, puis quand tout le monde est pauvre puis personne ne possède rien, leur dire que c'est pas grave si tu possèdes rien, je veux dire, le gouvernement va tout posséder puis vous allez avoir à manger anyway. Ah non, mais comme je dis, sur papier, c'est fantastique, surtout quand toute la population crève de faim. C'est ça. Tu leur dis, écoute, théoriquement, on produit assez pour tout le monde, c'est juste mal distribué, on va mieux le distribuer. Exact. C'est fantastique. En 1903, il va participer au congrès de son propre parti politique, là, le Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Ah, je savais pas qu'il y avait un parti politique. Ouais, ben là, tu sais, lui et d'autres penseurs qui s'étaient exilés en Europe pour pas se faire exécuter, oui. Vont monter, dans le fond, un parti, puis recruter du monde, tout ça. Parfait. Donc, en 1903, lors d'un congrès de son parti, des désaccords idéologiques et stratégiques entre les membres du parti va mener à un vote de confiance et Lénine va gagner ce vote. D'accord. Okay? Son parti est donc séparé en deux. Une faction majoritaire menée par lui va être nommée les bolcheviks. Ça aussi, c'est un terme qu'on a entendu. Je sais pas si toi, t'en as entendu souvent. Non, moi, je connais pas ça. Ouais, quand on parlait de Russes pendant la guerre froide puis tout ça, on parlait souvent de bolcheviks. OK. C'est des militants, ça? Ben, en fait, ça veut juste dire majoritaire.
Ah! Fait que son parti s'est séparé en deux partis, Oui. bref. Les bolcheviks, qui étaient majoritaires, et les mencheviks, qui étaient minoritaires. D'accord. C'est tout. Est-ce que les... Mais tout ce beau monde-là est pro-communiste. Oui. C'est juste qu'il y en a qui ont confiance en Lénine. Ouais. Il y a comme la gang à Lénine puis la gang qui aime moins Lénine. Ouais. C'est comme les républicains. Oui, T'as la gang à Trump, puis t'as la gang à l'autre. Puis il y en a un qui est un petit peu plus extrême, puis l'autre est un petit peu moins. je comprends. Le Lénine est un petit peu extrême, mais le monde aimait mieux ses idées que les autres. Je comprends. Parce que l'autre moitié de son parti était plus pour une espèce de transition tranquille, puis de garder de la noblesse, puis tu sais, Tandis que Lénine, c'était vraiment comme, non, On balaie tout. on coupe la tête, là, je veux dire, puis il y a personne qui va être plus haut que ça. Là, Je comprends. Donc, Lénine, qui est toujours en exil à ce moment-là, et suivant la tragédie de 1905, donc le Bloody Sunday, on est revenu à cette date-là, trouve qu'il a manqué une belle opportunité de renverser la monarchie. OK. Et ça va devenir encore plus difficile pour lui d'implanter ses idées durant les prochaines années. Okay? Parce que suite au désastre de 1905, le tsar va se fier à un de ses sous-ministres, un certain Piotr Stolypine, pour instaurer un paquet de réformes et de redonner du pep au pays. D'accord. Fait qu'on avait parlé tantôt, le manifeste d'octobre, où il avait créé la Duma, l'Assemblée nationale. Puis ça, c'était toutes des idées de Stolypine et non du tsar. D'accord. Sous ces nouvelles réformes, l'économie va aller de mieux en mieux. Les gens sont de plus en plus solidaires envers le tsar parce que ça va mieux. Et principalement, parce que si tu parles contre la royauté aussi, tu crèves. Parce que Stolypine avait aussi remis plus de police, plus de censure, plus d'exécution. Mais en même temps, il y avait un semblant de démocratie, ce qu'il n'y avait jamais eu avant. Ouais. Il y avait comme, tu pouvais aller dire ton opinion, tu pouvais aller comme, c'est ça, tu pouvais au moins manifester tes points d'intérêt. Là. Ouais. Et c'est là que je vais te parler d'un autre membre important dans l'équipe de Lénine, un certain Joseph Staline. Ah, c'était des bodés? C'était des bodés. Mon Dieu, j'apprends plein d'affaires. Ouais, mais c'est ça, je te dis, c'est quand même super intéressant. Ben c'est oui. des noms qu'on a entendu parler, des visages qu'on a vus. Mais oui. Ça. Fait que Staline, à part avoir une moustache grandiose, était également membre des bolcheviks et était pas mal engagé. Pendant que plusieurs membres, dont Lénine, étaient exilés en Europe, lui était originaire et restait en Géorgie. Dans la Russie, là, OK. comme la région de la Géorgie. C'était un pays avant, mais la Russie la Géorgie, c'était à l'intérieur de la Russie, avant de devenir un pays maintenant. Genre. Ah, ouais. Mais je veux dire, la Géorgie, là, c'est pas une place aux États? Oui, mais c'est aussi un pays OK, en Europe de l'Est. J'étais là, il était aux États-Unis. Ouais, non. OK, il Il était en cultivait Géorgie. pas des pêches en Géorgie. OK, c'est non. bon. Fait que pendant que Lénine est pogné en Europe, ben il est caché en Europe, Ouais. Staline est en Géorgie. Ouais, exact. Et lui propage la bonne nouvelle à travers les États russes. Pour le communisme. Pour le communisme et les bolcheviks. D'accord. Ouais, fait que là, lui, il est sur le terrain. Ouais. Fait que c'est ça, il fait partie du parti, c'est ça, mais il est sur le terrain. Exact. Il fait de la propagande. Parce Ouais. que lui, il est là. L'autre, il est caché. Ouais, Lénine, c'est ça. il est caché. Ça prend des mains et des pieds sur le terrain. C'est ça, parce que Lénine, tout ce qu'il peut faire, c'est des TikTok, là. Exact. De loin. Il fait des newsletters. Il fait des news. OK, Staline, il est là, là. Ouais. OK. Sans que rien soit officiel, OK? Il n'y a pas de preuves exactes de ça, mais on va dire de Staline qu'il était un très bon leveur de fonds pour le parti des bolcheviks, entre autres grâce à ses activités de vente d'armes, d'extorsion et de d'autres crimes sordides, kidnapping, rançon, peu importe ce que tu peux faire pour ramasser de l'argent pour ton parti politique. Oui. Staline va finalement attirer l'attention des autorités et sera lui aussi exilé en Sibérie pour séjourner là-bas pendant quelques années. Je ferai un parallèle peut-être avec nos prisons ici. Là. Ça devait être une belle école de révolutionnaires parce que tout le monde les envoyait là-bas. Puis là, ils se parlaient entre eux autres. Ah, là, ils se craquaient. C'est sûr. Puis là, après ça, ils ressortaient avec encore plus de hargne de là. Ben, c'est sûr. Je veux dire, c'est un incubateur à frustration et à rage. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr, oui.
Donc, Staline est en Sibérie et c'est un autre bâton dans les roues pour Lénine, hein, parce que ça avance pas super bien ses affaires. Pendant ce temps-là, la Russie, elle, se porte pas trop mal avec les dernières réformes. Le peuple commence de moins en moins à vouloir se rebeller. Et entre en scène un autre personnage célèbre, que je ne ferai pas le pedigree au complet, Raspoutine. Raspoutine, mais là, ça, par exemple, Charles Beauchesne a fait une belle Ouais, ben capsule c'est ça. sur Raspoutine. Si ça vous tente, allez voir le podcast Les pires moments de Les pires moments l'histoire. de l'histoire. Oui, avec Charles Beauchesne, et il y a une capsule sur Raspoutine, il est fabuleux. Ouais. Fait que j'en parlerai pas trop, là, parce que tout le monde l'a déjà fait. Mais Raspoutine était un homme mystérieux et influent en Russie. Mhm. Okay? Il était considéré comme un guérisseur et un mystique. Il est devenu célèbre justement par son influence sur la famille royale russe, Oui. qui a sûrement été beaucoup exagérée, là. Mhm. Mais en particulier sur la tsarine Alexandra Féodorovna, épouse de Nicolas II. Oui. Et Raspoutine est arrivé à la cour impériale russe au début des années 1900 en tant que guérisseur autoproclamé, affirmant avoir le pouvoir de guérir l'hémophilie, hein, parce que Son fils. le fils souffrait d'hémophilie. Oui. Il a gagné la confiance de l'impératrice Alexandra, justement, grâce à ses prétendus pouvoirs de guérison. Cependant, la présence de Raspoutine à la cour impériale a suscité des critiques et des controverses. Son comportement erratique, son style de vie débauché et ses relations douteuses avec des membres de la famille royale ont alimenté les rumeurs et les scandales. Oui, il y avait des petits penchants coquins. Ouais, très, très coquin. Très coquin. De nombreux membres de la noblesse russe n'étaient pas trop contents. Il est considéré comme un charlatan et un influent néfaste sur la famille royale. Ouais. Fait que, tu sais, ça allait bien, puis là, Raspoutine arrive, puis là, la famille royale est un peu trop chummy avec cet étrange personnage, et la cote de popularité redescend. Donc, pendant que le peuple russe était trop occupé à lire sur les nouvelles frasques de Raspoutine, ça commençait à chauffer dans le restant de l'Europe. OK. Fait qu'on est encore au début des années 1900. Oui. Jusqu'au jour fatidique du 28 juin 1914, où un certain archiduc Franz Ferdinand va se faire assassiner et la majorité de l'Europe va commencer à se tirer dessus. Ouais. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. La guerre, c'est bon pour le patriotisme. Oui. On le voit dans nos cousins du Sud, les États-Unis. Et le tsar n'est pas non plus nécessairement mécontent de la situation. Parce que lui, quoi de mieux pour arrêter de penser à des niaiseries que partir en guerre? Oui, parce que ce que tu veux en guerre, là, tu veux que ton gouvernement te protège, tu veux te sentir prise en charge, tu veux te sentir que ton pays est fort, alors c'est pas le temps de faire une révolution. Non, c'est ça. Théoriquement, c'est pas le temps, à moins que ça soit ton pays qui foute la merde. Ouais. Si tu t'es moindrement content, il y a jamais eu autant de personnes d'accord avec le gouvernement en place que durant la pandémie. Dans une crise, les gens se rallient. Ouais. C'est sûr qu'après, on critique, puis après, on fait « Ah, ça aurait pu être différent et tout », mais il y avait une très grande majorité, il y avait un très grand appui pour le gouvernement en place durant des grandes crises. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. À un moment donné, tu te mets à pelleter par en avant ou tu tasses les affaires un peu niaiseux, puis tu te concentres sur les affaires importantes et ça crée aussi cette espèce de patriotisme-là envers ta patrie. Oui, puis il y a aussi que le gouvernement va surtout marteler qu'ils sont forts, puis qu'ils sont capables, puis que ça va bien, puis c'est bon pour l'économie, une guerre, là. Il n'y a rien de meilleur pour l'économie, une guerre. Ouais, c'est ça. Ça dépend des pays. Oui, ça dépend des pays, mais on produit des armes. Oui, fait que ça peut être très, très bon. Tout à fait. À ce moment-là, on va renommer la capitale de la Russie, à l'époque Saint-Pétersbourg, qui sonnait un peu trop allemand, pour la renommer Petrograd. Ah, OK. Donc, petit événement cocasse. Petit aparté. Soudainement, les problèmes internes, ça semble moins important et tout le monde est d'accord pour mener la guerre à l'ennemi, sauf Lénine. Lénine, secrètement, en fait, je suis pas sûr qu'il l'annonçait tant que ça, mais peut-être à son parti et à ses amis, il souhaitait voir la Russie perdre pour avoir une autre chance de mener sa révolution. Parce que, si le tsar, il fait patate, ben là, à un moment donné, tu fais comme « Hey, tu sais... » J'ai une idée. Ouais, checkez-les, ça marche pas pantoute, essayez try me. Ouais, c'est sûr que si le gouvernement s'effondre, si aussi le pays est déstabilisé, c'est le bon temps pour une révolution. Exact. Oui, mais tant qu'il est fort, il est fort. Mais s'il est déstabilisé, tu rentres dans le tas. Ouais.
Et ça n'a pas pris de temps pour que son souhait, ça a quand même pas mal exaucé. Oh! Ouais, tu sais, on a une idée de la force militaire russe. Oui? Ça n'a pas toujours été le cas. Ah, OK. Je te dirais, vu son retard industriel et technologique et ses infrastructures défaillantes, dont pas de train qui passe à travers le pays, OK. la Russie, lors de la Première Guerre mondiale, faisait un peu pitié. Les usines ne produisaient pas assez d'armes ou de munitions. OK. Puis j'avais entendu parler ça dans la Deuxième Guerre, c'était un peu comme ça. Là, quand ils envoyaient les troupes, Oui. tu avais une personne qui avait un fusil, puis tu en avais 3-4 qui le suivaient, pas de fusil. Ah Puis ouais, quand hein? quelqu'un mourait, il prenait son fusil puis il continuait. Ça, il n'y avait pas assez de Ouais. munitions. Oh, mon Puis Dieu. j'ai pas écrit les statistiques, là, mais il disait qu'il produisait comme 12 000 balles par jour. C'est rien, là. Non. Fait que, tu sais, quand ils t'envoient 10 avec un fusil, puis ils disent, quand tu tires, essaye que ça compte parce que t'as pas assez de balles, c'est pas évident. Perds pas de balles. Ouais, c'est ça. Ah, mon Dieu. Puis, tu sais, leur fusil était vieux. Tu sais, c'est pas. En tout cas. Fait que T'as déjà quand ils envoient des jeunes personnes à la guerre, là, déjà que t'es un petit cul de 19 ans, là, puis ça te tente pas trop d'aller te faire tirer dessus. t'es Là. pas formé non plus. Là. Non. C'est pas des unités d'élite là, qui ont fait des entraînements spécialisés. Là. Hey, si en plus t'as pas de fusil qui marche, c'est tellement de la chair à canon. Les véhicules de guerre aussi russes étaient pas mal moins modernes que le reste de l'Europe. Leurs avions étaient flottaient à peine dans les airs. Ah ouais. Hein. Ça allait pas très bien. La majorité de la nourriture aussi produite par le pays devait être envoyée au front. Hein, parce que faut que tu nourrisses tes soldats. Mm-hmm. Fait que le pays crevait de faim. Ouais, donc la population a recommencé à crever de faim, ceux qui ne crevaient pas déjà de faim. Ça allait pas bien. La Russie se faisait varloper sur le front ouest. C'est là que le tsar a dit « Hold my beer ». Je vais aller te diriger ça, moi, cette guerre-là. Ah ouais, hein? Ouais, fait que lui qui n'avait jamais vraiment fait de guerre, n'avait aucune formation militaire, c'était pas un fin stratège. Il s'est nommé lui-même commandant en chef et est parti diriger l'armée dans la Première Guerre mondiale. OK, fait qu'il avait jamais fait ça, puis il pensait qu'il était capable. Ouais. C'est-tu propre au Nicolas, ça? Ah non! C'est-tu un trait de caractère des Nicolas de faire genre « Ouais, je pense que je peux plugger ça, un lave-vaisselle! » Peut-être, qui sait? Enchaînons. En plus de jouer au commandant, il va laisser le pays sous le contrôle de sa femme. Je l'ai mentionné plus tôt. Catherine. D'origine allemande. Ah oui, dans une guerre contre les Allemands. Oh my God. Et sa fameuse fidèle third wheel, Raspoutine. Ah ouais, hein? Et les rumeurs que Raspoutine et Alexandra, ça y allait fort par là. Ah, Alexandra, j'ai dit Catherine, excusez, Alexandra. Ouais. Puis là, ça faisait pow, chicka, wow. Ouais. Peut-être. Qui sait? On n'a pas de sextape de ça. Je veux un chandail. A-t-on un sextape de Raspoutine et Alexandra? Donc, les rumeurs repartaient et on commençait aussi à dire que c'était Raspoutine qui tirait les ficelles derrière les rideaux de la Russie. Mm-hmm. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans toutes les frasques de Raspoutine, mais après quelques tentatives, et aller écouter des podcasts ou lire dessus, ça n'était pas facile à abattre. Après quelques tentatives de meurtre, on va finalement réussir à se débarrasser du personnage gênant. OK. Donc, ça fait 3 ans que la Russie peine à garder la tête hors de l'eau. Okay? La guerre a commencé. On est le 8 mars 1917. Okay. Donc, la guerre 14-18. On est... 18, t'as raison. On est le 8 mars 1917 pour la journée de la femme. Oui. Okay? Des milliers de manifestantes inondent les rues de Petrograd. Oh mon Dieu, c'est si vieux que ça, la journée de la femme? Ouais, ça m'a... ouais. Ah, ben, OK. Ça m'a étonné, moi aussi, mais... Et en Russie, en plus. Oui, on avait la journée de la femme. Seigneur, oui. Donc, des milliers de femmes vont descendre dans les rues pour manifester leur mécontentement. Elles réclament du pain et la fin de la guerre. Oui. Mais il se trouve aussi que pas mal de tous les Russes pensaient la même chose. Ils étaient un peu mécontents du gouvernement, pas juste les femmes. On a donc des centaines de milliers de manifestants qui vont descendre dans les rues et réclamer la fin du tsarisme. Oh my God! Mon Dieu, là... À ce stade-là, Lénine puis Staline, ils se peuvent plus. Ouais. Ils doivent se dire, c'est notre cue. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'ils sont encore en Europe? Ouais.
OK, vas-y, je te laisse aller. Après quelques jours dans les rues de la ville, le tsar Nicolas II va finalement repartir du front de guerre et revenir Ah oui, parce dans qu'il est sa pas là, ville. lui. Non, il n'est même pas là. Et il va abdiquer le trône le 15 mars 1917. OK, c'est si fort que ça, là. Ouais, là, il n'est plus capable. Anyway, il devait être tanné de manger des patates dans sa tente à la guerre, là, je sais Ah, pas. peut-être. Puis là, en plus, il revient, puis Alexandra est comme « Ah, t'es là? Ouais, ils ont tué mon amant. » Ah, qu'est-ce que tu fais là? Salut! Salut, chérie, je suis rentrée! Ah, youpi! Ah, yeah! Yeah. Il est temps, on va prendre notre retraite. Donc, après 3 siècles de règne de la dynastie des Romanov, le 15 mars 1917, c'est terminé. On va nommer un gouvernement provisoire. Hein, donc, un gouvernement provisoire va être mis en place et le pouvoir a été partagé entre la Duma, qui avait été créée OK, suite oui. à 1905. Qui est comme l'espèce de semblant de démocratie, là. Ouais. Ouais. Et les Soviets. Donc, un autre mot que je pensais que ça voulait juste dire comme des Russes, mais Ouais. un peu. Les Soviets, c'est le conseil d'ouvriers dominé par les socialistes. Ah! Fait que Soviet, en fait, ça veut dire conseil ou assemblée. OK. Fait que là, c'est l'assemblée des ouvriers. OK, parfait. C'est un genre de syndicat. Un genre de syndicat, ouais. OK. Les Soviétiques sont arrivés après 1905, après le Bloody Sunday, et ont tranquillement fait leur chemin durant les années troubles avant la chute du tsar en 1917. Le conseil est composé d'ouvriers, de soldats et, dans certains cas, de paysans. OK. C'est un peu la voix du peuple, là. Il adhère aux politiques communistes? Ouais. Aussi. Ouais. D'accord. En gros, ce conseil a été pas mal influencé par Lénine et ses D'accord. idéaux socialistes communistes. C'est ce dernier qui a obtenu la majorité du soutien des membres des Soviets. Mhm. Fait qu'eux autres aussi, ils ont fait comme OK, nous, on veut aller dans ce sens-là. OK, on revient au tsar, OK? Donc, Nicolas a quitté le building, mais la guerre, elle, n'est pas terminée. Les Allemands ont la brillante idée de faire rentrer en Russie Lénine. Parce que Lénine est encore en Europe. D'accord. OK? Mais la Russie reste quand même un pays. Il y a un nouveau gouvernement qui a été nommé, puis eux s'occupent de la guerre, puis la guerre n'est pas terminée. Mais les Allemands, là, Ouais. ils sont contre les Russes? Oui. Puis là, pourquoi que les Allemands font rentrer Lénine en Russie? Eux veulent faire rentrer Lénine en Russie dans le but de créer un peu de confusion et de chaos et de rediviser le pays pour obtenir un avantage militaire. Fait que si tu rentres un gars révolutionnaire qui est là pour faire changer les choses ou bouger les choses, ouais. Puis créer du chaos, ben, ça C'est va sûr faire que que les Russes ne pourront pas s'organiser aussi facilement. Je comprends, mais Lénine, es-tu d'accord avec ça? Quand tu dis qu'ils le font rentrer, c'est quoi? Ils le capturent puis ils le Ils catapultent? sont allés y parler, puis ils ont dit Hey, ça te tente-tu de diriger la Russie? On va te faire rentrer. Prends le pouvoir, puis après ça, on va signer un traité de paix. Ah, OK. Fait qu'ils se sont arrangés pour Ouais. que Lénine rentre, mais leur agenda secret, Ouais. c'était que la marde pogne. Exact. Je comprends. Ouais, parce que la Russie, ça reste quand même un pays assez difficile à envahir. Fait que là, ils se sont dit, si lui, il rentre en Russie, puis que là, tout le gouvernement est déstabilisé, puis que la marde pogne, ça va être facile pour nous de les envahir. Exact. Mais c'est du génie! Ah oui, hein? Ils pensent à tout, ces Allemands. Hey, si j'avais un prof d'histoire comme toi, là, Colin, j'aurais peut-être pas coulé. J'essaye. Vas-y. Donc, Lénin's back. Le nouveau gouvernement se met tout de même à la tâche, OK? C'est quand même du monde qui aime leur pays. Ben hein? oui. On démembre la police secrète. On Oui. est tanné de tuer du monde qui ne pense pas comme nous. En fait, c'est ceux qui se faisaient assassiner qui maintenant sont au pouvoir, fait qu'ils en profitent. On va abolir la peine de mort et on prévoit même d'organiser des élections pour que le peuple puisse choisir eux-mêmes leur prochain gouvernement. Ah ben ouais, ça allait bien dans ces années-là. Ouais. En même temps, comme tous les gouvernements, hein, ça bouge pas vite. Ah oui. Donc, les troupes sont toujours au front et la guerre va pas nécessairement mieux et les citoyens ont toujours faim. Lénine, lui, voulait faire bouger les choses, mais il voulait aussi surtout prendre le pouvoir. Oui. Fait que, il n'est pas là pour poser des questions à l'Assemblée et tout ça. Hein. Lui, il est là pour prendre les rênes du pays. Oui, puis faire une révolution. Hein. Ouais. Donc, peu après son arrivée, Lénine va présenter ses fameuses thèses d'avril. C'est des textes sociaux communistes, là, idéologiques, ouais, dans lesquels il appelait à la fin du gouvernement provisoire, au transfert de tout le pouvoir aux Soviets, à la fin immédiate de la guerre, fait que, de signer la paix pour arrêter la guerre en Russie parce que anyway, ils s'en foutent, puis whatever, et la redistribution des terres aux paysans.
OK. Fait que c'est Ouais. comme un genre de manifeste qui dit c'est Exact. ça qu'il faut faire. Ouais. Lui, c'est sa lignée de parti, dans le fond. Parfait. Ses thèses étaient radicalement différentes de la position des autres partis socialistes de l'époque, qui soutenaient quand même le gouvernement provisoire. Ah, OK. Fait que, le monde, il trouvait ça quand même cool qu'il y ait un gouvernement d'élus, Oui. puis qu'il y avait des idéaux socialistes, mais qui voulaient que ce soit un gouvernement et non pas Lénine qui dirige tout ça. Pas une dictature communiste. Ah, une dictature, exact. Ah bien, Ah ben, hein? Mais Un c'est ça. parti socialiste n'est pas nécessairement une dictature communiste, là. Donc, c'est ça. Le monde trouvait ça vraiment cool que le pays leur appartienne, qu'ils se partagent les moyens de production, que tout le monde ait sa part égale. Pas que ce soit quelqu'un en haut qui décide de tout ça. T'sais. C'est ça, parce que ça s'enlignait pour être une genre de coop. Là. Ouais, c'est ça, exact. On fait toutes des choses une belle ensemble. grosse commune. Une belle grosse. Froide. C'est ça, une belle grosse. Puis là, il a fait non, je vais tout prendre, puis je vais tout vous donner. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais, exact. Donc, Lénine et les bolcheviks vont travailler à gagner le soutien des soviets, okay, qui étaient les conseils d'ouvriers, Oui. et de soldats et de paysans, influents à travers le pays. Ils ont utilisé des slogans efficaces comme « tout le pouvoir aux soviets » et un autre qui c'était « paix, terre et pain ». Fait que, on signe la paix, on vous redonne vos terres et on donne la nourriture. C'est ça, vous allez avoir assez à manger. C'est ça, les trois affaires que le monde y voulait. Oui. Fait que, ton slogan, 3 mots, les 3 affaires que le monde voulait, c'est assez simple. Exact. Pendant ce temps, le gouvernement au pouvoir s'est de plus en plus discrédité en continuant la guerre et en échouant à répondre aux demandes économiques et sociales de la population. Pressante, c'est ça qui arrive. Exact. Oui. Ouais. Durant les 9 mois au pouvoir, le gouvernement provisoire bat de l'aile. Oui. Il y a quand même de la misère à s'organiser. Et je ne veux pas m'éterniser, mais je pense que c'est important aussi de parler d'un autre personnage assez connu, je crois, Léon Trotsky. Pas en tout. Non? Okay. Trotsky, c'est un autre révolutionnaire marxiste russe qui, après avoir usé de son charisme et de son influence, est devenu le président du Soviet de Pétrograd. D'accord. C'est lui comme le chef du parti local de la capitale nationale des Soviets. Puis c'est lui que Lénine doit convaincre de se joindre à eux. Ils sont pas mal amis. OK. Déjà, ouais. Ils sont déjà du même bord. Ouais, ils sont déjà pas mal, ils pensent pas mal pareil. Trotsky a joué un rôle clé dans la révolution qui s'en vient, je te jure. On a presque terminé. Parce que voyant la fin arriver, okay, le gouvernement provisoire va essayer de calmer les ardeurs des bolcheviks en emprisonnant les leaders et Lénine, encore une fois, va être exilé du pays. Oui, parce que les autres, ils veulent calmer ça. Là. Ouais. Ils savent que c'est chaud. Oui. C'est sur le bord de péter. Ils veulent rester au pouvoir, donc ils répriment. Il reste qu'ils vont réprimer le mouvement qui se soulève. Ouais. Ouais. Fait qu'à place de faire des tables rondes et des débats, des tables de concertation, ils vont réenfermer les leaders de l'opposition et exiler les chefs à l'extérieur du pays. Au final, okay, les ouvriers qui sont du bord des bolcheviks qui vont saboter les efforts du gouvernement en place et Trotsky, le leader des soviets, sera chargé de faire régner l'ordre parmi ses troupes. Okay, fait que ça s'est un peu reviré contre eux là, parce que c'est comme si le gouvernement les avait armés puis leur avait dit « OK, allez vous occuper de tout ça », mais ils ont fait comme « Non, secrètement, ils ont saboté le gouvernement ». Puis après, quand le gouvernement a dit comme « OK, ben rendez-nous les armes », ils ont fait comme « Ben non, pourquoi je ferais ça? » C'est ça. Fait que, erreur majeure du gouvernement, ça va se retourner contre eux et les soviets vont reprendre le contrôle. C'est ça, parce que dans le fond, ils se sont soulevés. C'était une révolution des soviets. Exact. C'est ça. Ils ont été armés par le gouvernement. Le gouvernement pensait que les soviets étaient de leur bord, puis finalement, ils se sont comme révoltés. Ouais. Il a fait comme non. c'était pas nous. Ce qui fait que, rendu au mois d'octobre 1917, okay, Lénine sentait que c'était le temps et c'était assez sécuritaire aussi pour revenir au pays. Et Lénine's back again. Le 25 octobre 1917, les bolcheviks vont prendre d'assaut le palais d'hiver où siégeait le gouvernement provisoire, ainsi que d'autres positions clés dans la ville de Pétrograd. OK. Quand Lénine rêvait de révolution, il s'imaginait probablement que c'était un coup d'État spectaculaire, hein, qu'il allait rentrer puis tirer tout le monde, puis faire un genre de Matrix. Là. Ouais. Puis tout le monde allait faire « Yeah! » Exact. Ouais. Mais en réalité, ça a été très pacifique. Les gardes du palais étaient sûrement déjà tannés eux aussi du gouvernement et malgré que l'escouade s'appelait le bataillon de la mort, les gardes du palais,
ils ont juste laissé Lénine rentrer. Ils ont débarré à la porte. Ils ont débarré à la porte, ils ont dit comme bienvenue chez vous. Et les bolcheviks vont arriver à prendre le pouvoir et that's it. C'est ça. Ils ont dit tu veux un job? Prends un job. Ouais. Nous, on est tannés. Un peu pétard mouillé comme révolution russe. Mais c'est tout ce qui est alentour. Par la suite, Lénine va rapidement instaurer des réformes. Okay. Fait que lui, il voulait que ça bouge. Ouais. Comme il avait promis. C'est-à-dire sortir la Russie de la guerre et de redistribuer les terres aux paysans. Bon. Okay? Il fait tout ça. Par contre, protestant que son gouvernement bolchevique est plus apte à gouverner, en fait, il avait promis des élections, le gouvernement. Fait que là, Lénine, lui, a fait comme « Ah oui, c'est cool, allez-y, on va faire des élections. » Et ils ont perdu. Ah! Ouais. Fait qu'il s'est dit « Ah, on va laisser faire ça, ces élections-là, puis c'est moi qui est plus apte à gouverner. Donc, fuck it. » Puis il a gardé le pouvoir. Ah ouais, il a perdu ses élections, puis il a fait « M'en fous, je suis là. » Ouais, c'est ça, Tu exact. vas faire quoi? Fait que c'est fini les élections. On est maire à vie, c'est ça? Ouais, maire à vie. Ça me fait penser au gouvernement qui dit tout le temps, tous les gouvernements, là. Si je suis élu, vous allez avoir un mode de scrutin représentatif. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, il est comme, ouais, mais tu sais, j'ai comme gagné avec ce mode-là, fait que je vais pas le changer. Ils font exact. tout ça un après l'autre. Fait que là, il fait, si je suis élu, ben, tu sais, si je suis en place, on va faire des élections. Ah, ben là, finalement, je suis bien là. Fait qu'on va laisser faire. Ouais. Mais là, ça devient une dictature. Ben là, c'est un peu ça. Donc, tu sais, avec Lénine au pouvoir, hein, c'est le début d'un temps nouveau. Oui, mais oui. Mais pas vraiment. Non. Lénine va faire fermer l'Assemblée, hein, justement, pour prendre le pouvoir absolu. Il va réinstaurer la police secrète pour éliminer toute opposition. Une tentative d'assassinat envers Lénine va échouer en août 1918. Fait que même un an, genre même pas un an après qu'il ait pris le pouvoir. Mais ça n'a pas arrêté Lénine, et loin de là. Il va augmenter la répression. OK. La guerre va continuer, fait qu'il n'a pas réussi à arrêter la guerre tout de suite. La guerre continue toujours, par contre, et pour régler ce problème, Lénine va attitrer Trotsky au poste de ministre des Affaires étrangères. Ah, ça, c'était le boss des Soviets. Ouais, son bon ami. Son bon ami, il est attitré au ministre des Affaires étrangères. Ouais, il devient ministre des Affaires étrangères. D'accord. C'est lui qui va aller négocier la paix avec les Allemands. Ah, OK. Donc, les Allemands qui gagnaient un peu la guerre contre les Russes, gagnaient beaucoup de terrain. Ah oui, ça allait bien leur affaire. Ouais. Fait que dans les négociations, hein, il y avait le gros bout du bâton contre Trotsky et les Russes. D'accord. Ce que Trotsky et Lénine et leur gouvernement n'ont pas vraiment aimé. Alors, Trotsky a eu une idée, c'est-à-dire qu'il a décidé d'arrêter de faire la guerre. Il s'est dit, on va arrêter de se battre, mais on ne va pas signer non plus le traité de paix. OK. Donc, quand les Allemands vont voir qu'on se bat pas, ils vont aller ailleurs. Ben, je dirais que son plan n'a pas eu les effets qu'il souhaitait. Hein? C'est là que la tourne est partie. Ils étaient 4 qui voulaient se battre contre 3 qui ne voulaient pas. Ouais. C'est là après que ça ça, a il parti. était 4 qui voulaient se battre contre 0 qui ne voulaient pas. C'est ça. Ça n'a pas marché. Ouais. Fait que son plan a un petit peu échoué. Les Allemands ont pris encore plus de territoire russe et voyant leur pays se faire envahir, Lénine et Trotsky retournent finalement aux tables de négociation et vont signer un traité de paix pire que c'était avant. Ah, pour vrai? Ouais. Ah non. Petrograd, tu sais, la capitale, oui. qui est Saint-Pétersbourg. Je pense que c'est revenu Saint-Pétersbourg, je ne suis pas certain. Et maintenant, très proche de la ligne des territoires là, que les Allemands ont repris, dans le fond, aux Russes. Et c'est là qu'il va déménager la capitale nationale vers Moscou. Ah, parce que c'est trop proche. Ouais. C'est plus dans le milieu. Exact. J'avoue. Mais tu veux que ta capitale soit dans le milieu? Oui. À peu près. À peu près. Fait que c'est en 1918 que Moscou devient la capitale. D'accord. S'ensuit des années de guerre civile. Oh my God, je savais pas qu'il y avait eu de la guerre civile. Ouais. D'un bord, on a l'armée rouge. Un oui. autre terme, hein, ça a été créé par Trotsky, l'armée rouge. Pour vrai? Ouais. Qui défendait les bolcheviks et les soviets, dans le fond, et les idéaux communistes du reste du pays et des nations à l'intérieur du pays qui étaient contre eux, dans le fond. Fait que tu sais, la Russie, c'est très grand. Oui. Puis le centre, fait, alentour de Moscou, oui. tout le monde était rouge, dans le fond, l'armée rouge, bolchevique. Pro-dictateur. Pro-soviète, pro-communiste. Et le reste du monde, dont les États comme l'Ukraine ou d'autres pays comme ça, eux étaient un peu contre ça. Donc, parce qu'ils étaient plus loin du pouvoir. Oui. Ils devaient plus crever de faim, bien honnêtement. Oui. Donc... Et c'est une guerre civile aussi qui a été menée par les anciens nobles
les riches capitalistes, Ah oui. tout le monde qui trouvait qu'ils ne voulaient pas que ça devienne communiste, hein, pas perdre tes avantages, OK, mais tous ces gens-là étaient contre les rouges. contre les rouges. Ah, OK, Donc, oui. eux, on les a nommés l'armée blanche et ils se battaient contre l'armée rouge de Trotsky et Lénine. OK, fait que l'armée blanche, c'était pas des pauvres paysans là, qui étaient contre le socialisme. Il y avait des gens qui avaient du pouvoir aussi. Oui, Fait des anciens mais qui ils avaient n'étaient du pas pouvoir. très organisés. Où OK. est-ce que tu avais un Trotsky puis tout le pouvoir des soviets, ben, le reste du monde, le reste de la Russie était quand même assez pauvre et Oui. désorganisé. OK, mais c'était comme tu dis, des anciens capitalistes Oui. aussi. OK. Ouais. Lénine et ses bolcheviks vont commencer ce qui sera appelé maintenant la Terreur rouge, où la police secrète va torturer et exécuter des dizaines de milliers de supposés traîtres, hein, ou des opposants Ben oui. au régime, dont Nicolas II et sa famille Oh non! entière. Ouais. Ils ont passé au cash! Ouais, ils avaient gardé là, un genre de retraite fermée, mais tu sais, probablement parce qu'ils avaient peur que l'armée rouge les sauve et les utilise un peu comme idéologie ou comme martyr ou n'importe quoi. Fait qu'ils ont finalement ils ont exécuté. Qui les a exécutés? Ben, les bolcheviks. Historiquement, c'est marqué que Lénine n'a jamais donné l'ordre de ça, que ce serait les soldats qui étaient sous puis qu'ils ont tués. OK. Les soldats qui les gardaient, qui les Ok. auraient tués, mais probablement que ça vient d'un ordre. Là. Mhm. C'est comme quand Poutine dit non, j'ai pas tué Alexis Navalny. Exact. C'est ça. C'est Ouais. pas moi. Plus ça change, plus c'est pareil. Mhm. Donc, à la fin de la guerre civile, la Russie était dans un état bien pire que ne l'a jamais été. Ouais. Puis l'autre qui voulait que son pays aille mieux. Ouais, c'est ça. Finalement, après tout ça, Lénine va subir 2 crises cardiaques en 1922 qui vont le laisser dans un état similaire à son pays, hein? C'est-à-dire Au bord très du handicapé au bord du gouffre. Dans la même année, les dirigeants bolcheviks ont formé l'URSS en 1922. OK. Okay? En unissant plusieurs républiques socialistes soviétiques, y compris la Russie. Fait que la Russie, c'est un pays. L'Ukraine, la Biélorussie, sous leur contrôle. Cela a marqué le début de l'ère communiste en Russie et a jeté les bases du régime soviétique qui allait dominer la politique et l'économie de la région pendant des décennies. OK. La santé de Lénine continuait à dépérir, puis il va décéder en 1924 à seulement 53 ans. Ah C'est oui. quand même pas vieux. Suivant sa mort, il y a une mini-lutte pour le pouvoir entre les différents leaders du parti. OK. C'est finalement Staline qui va prendre le volant. Ben oui. C'est quand même assez spécial. Staline, il n'était pas vraiment aimé des autres. OK. C'était pas le gars le plus cool à la soirée. C'était quelqu'un de difficile à côtoyer. Quand Lénine a pris le pouvoir, il a nommé Staline, son ami, secrétaire général. Mm-hmm. C'était pas aussi cool que Trotsky, qui était ministre des Affaires étrangères, ou que d'autres qui avaient vraiment des ministères importants. Lui, il trouvait ça un peu spécial, mais il s'est aperçu, dans le fond, que son rôle dans le parti, c'était d'assigner les jobs au sein du gouvernement. OK. Là, quand tu donnes des jobs dans le gouvernement, comme aujourd'hui, là, probablement, t'as du pouvoir. Tu donnes à tes amis. Ben oui. Ou ceux à qui tu donnes des postes, oui. Ils t'en doivent une ou deux. Exactement, oui. Fait que, tu sais, quand Lénine était sur le bord de la mort et après avoir décédé, ben, il a tiré sur les multiples ficelles qu'il devait avoir posées un peu partout et il va avoir ramassé assez de capital politique pour finalement s'emparer du pouvoir. Exactement. It's payback time, là. Exact. Il a dit à tout le monde, c'est grâce à moi. Watch si toi, ta famille a mangé à sa faim, fait que là, moi, je veux être chef. Puis en fait, oui, monsieur. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Donc, fait que c'est là-dessus que Gilles Vaillancourt, c'est comme inspiré. Ouais, on change pas non, hein? une méthode gagnante. Tout à fait. C'est fantastique. Je sais pas que c'est un dictateur. Non, mais à travers l'histoire, c'est toujours la même affaire. Ben, la fameuse expression « les amis du parti ». Ouais, exact. C'est ça. Fait que quand t'as le choix de vie ou de mort... Tu sais, dans ces années-là, c'est pire parce qu'ils choisissaient carrément qui allait manger à sa faim. Ouais. Fait que moi aussi, là, si tu permets à ma famille de manger à sa faim, puis après tu fais « vote pour moi », bien sûr. C'est tout ce que tu veux, ben oui. Mon Dieu, oui. Anyway, je serais pas là dans 30 ans. Là. Exactement. Le monde, il vivait pas si vieux que ça. Ben non, il mourrait du scorbut à 37. Ouais. Là. J'ai presque terminé, je te jure. Vas-y. Il va faire momifier le corps de Lénine pour qu'il soit exposé à tout le peuple.
À travers les années, il va être bougé à plusieurs reprises, mais ça a l'air qu'il est encore là, sur la place rouge, Arc! à Moscou. Il va faire emprisonner n'importe qui s'oppose à lui, également. Il va exiler son ancien compagnon de parti, Trotsky. Ah oui! Et éventuellement, va le faire assassiner. Ben non! Ouais, un peu comme ton cas. Ben oui. Donc, c'est pas parce que t'es plus en Russie que je suis pas capable d'aller t'assassiner. C'est sûr. Ouais. Et là, je pourrais continuer longtemps parler de la Russie. J'ai déjà fait un petit peu. J'ai dépassé un petit peu mon sujet principal là, de la Révolution. Peut-être la prochaine fois, comme je disais, si on trouve ça intéressant, on pourra continuer un peu sur l'ère d'aller de Staline, des crimes de guerre, ou pas des crimes de guerre, mais des crimes de Staline et la Deuxième Guerre mondiale, et éventuellement peut-être la guerre froide aussi, qui est un cas politique que j'aimerais ça creuser un peu parce que j'en connais pas tant que ça et je suis sûr qu'il y a des affaires méga intéressantes. Hey, j'ai adoré ça. Merci beaucoup. J'espère que j'ai pas trop perdu dans des affaires un peu weird. Je trouvais ça clair. Ouais. J'ai trouvé ça clair, oui, honnêtement. J'ai vraiment appris plein de choses. Je savais pas que c'était Lénine au départ. Je savais pas qu'il avait été déporté plein de fois. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'est pas court, mais je trouve ça super intéressant. Puis c'est ça, c'est plein de noms qu'on a déjà entendu parler, qu'on sait pas trop c'est qui. Plein d'événements ou de termes, là, les soviets, les bolcheviks, Fait que, ouais, c'est... Puis, moi, une maxime à laquelle je crois profondément, c'est pour savoir où est-ce qu'on va, pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Ouais. Il faut savoir un peu ce qui s'est passé avant. Oui, parce que comme ton champion, oui. Ce qui se passe maintenant, il n'y a personne qui n'a rien inventé. Là. Non. Je veux dire, puis là, je parle d'eux en 1900, mais on pourrait probablement sortir des cas de 1300, de Romains, d'avant Jésus-Christ, là, que c'était la même chose. Là, c'était des dictateurs, des assassinats, des jeux de pouvoir. Ça change pas. Là. Non, ça puis, change je veux dire, pas. à la limite, là, plus sainement, là, tu pourrais appliquer la même chose à ton travail et ça fonctionnerait. Là, je veux dire, la recette, elle est gagnante là, et elle fonctionne à travers les millénaires. Là. Mais ça me fait quand même apprécier l'ère dans laquelle on vit. Ouais. Le pays même dans lequel on vit. C'est pas parfait. C'est pas parfait, on peut chialer. En Occident, là, c'est quand même assez chill. Oui, on peut quand même s'exprimer. Sans finir dans le fin fond d'un goulag. Oui, et l'arrivée de l'Internet a aussi ouvert beaucoup. Là. Autant qu'on s'aperçoit d'horreurs exécrables, autant que c'est facile de t'exprimer et de mettre au grand jour aussi là, les scandales. Là. Oui, mais les injustices. Des lanceurs d'alerte, oui, effectivement, ça démocratise... beaucoup de choses. Et merci 100 fois. Vous nous direz si vous avez aimé ça, notre cas rempli de crimes. Mais ouais, c'est ça. C'est comme, il y a plein de choses là-dedans. Il y a personne de vraiment puni, mais il y a des crimes là-dedans. Il y a des crimes au pied carré. Donc, c'était un cas un peu plus historique. On vous revient la semaine prochaine. On a déjà une idée de notre épisode. Ce sera plus ludique un peu. Oui. C'est ça. Ça nous tentait de parler de politique cette semaine. On vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, faites-le bien. Ciao! Au revoir.